Aujourd'hui, droite et gauche, on voit bien que le vrai problème, c'est l'extrême centre. On a vu, qui est d'ailleurs extrême dans le sens de la violence, parce que qui a estropié les gilets jaunes, c'est pas l'extrême droite. Qui a éborgné les gilets jaunes, c'est pas l'extrême droite. Donc qui a fait des sujets, parce que non seulement les gilets jaunes, on les a éborgnés, estropiés, amputés, mais en plus on les a diffamés, on les a dénigrés, c'est l'extrême centre. La violence aujourd'hui, elle est du côté de Macron, c'est bien pour ça qu'il est à 18% d'opinion favorable max, sans doute moins. Oui, Brigitte a été opérée à l'hôpital américain de Neuilly par le spécialiste européen de la féminisation du visage masculin. Les Français ont le droit de savoir ça. Et cette info a été supprimée. Donc ça, c'est factuel. C'est factuel. Bon, t'as un deuxième point. Excuse-moi, voilà, encore une fois, soyons très rigoureux. C'est clairement pas suffisant pour conclure. On est d'accord. Tout à fait, je le dis en tant que journaliste, ce n'est clairement pas suffisant. Si mais les preuves sont apportées scientifiquement. Absolument, mais je comprends même pas que je comprends même pas que ça n'ait pas été fait plus tôt. Je comprends même pas que ça ait, en fait, c'est de là qu'on va y venir. Je comprends même pas que ça n'ait pas été fait plus tôt. Publier un karyotype, une prise de sang, on n'en parle plus. Bon, on a traité Seymour Hersh de conspi, de complotiste, alors qu'il avait raison sur le Nord Stream. On a traité les gens qui enquêtaient sur l'ordinateur portable de Hunter Biden de complotistes, alors que c'était vrai. On a traité les gens qui parlaient du nazisme en Ukraine de complotistes, alors que c'était vrai, Stéphane Bandera était un nazi, point barre. On a traité les gens qui parlaient aussi des effets secondaires de Pfizer de complotistes. Aujourd'hui, les complotistes ont eu raison sur toute la ligne. Take on the world. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Incorrectibles. Alors ce soir, je reçois un invité que j'apprécie particulièrement d'une part, et d'autre part dont les analyses éclairent les grands enjeux de notre époque, de la France de Macron qui vacille aux tensions internationales. Son regard apporte souvent des clés précieuses pour comprendre les crises que nous traversons. Avec lui, on va se poser une question centrale dans cette émission. Le monde est-il au bord du chaos ? Et puis nous nous plongerons dans la situation française, un pays enlisé dans l'impasse politique et sociale, une république qui s'écroule et un système médiatique enfermé dans son entre-soi. La France est-elle à bout de souffle ? On lui posera également la question. Donc pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir l'essayiste et le conférencier, je passe tous ces qualificatifs, Idriss Aberkane. Bonsoir Idriss. Bonsoir Eric. Alors on va pas se mentir, on se connaît un petit peu puisqu'il y a quelque temps tu as fait un Bistro Liberté qui a explosé tout au niveau des audiences et des commentaires surtout, ce qui est encore plus Ils sont très bienveillants, remarquable. J'étais très heureux de voir que l'audience aimait un peu la profondeur de ce genre d'émission, de faire des formats à 2 heures, 1h30, 1h45 comme on va faire là d'ailleurs avec les Incorrectibles. Ça, mais avec une bande, une audience, un public, ça c'est vrai que tu en fais moins, parce que curieusement, c'est vrai qu'on ne te voit pas beaucoup dans les médias mainstream. Oui, mais c'est que je ne suis pas souvent à Paris. J'avais été à l'époque, Hanouna m'avait demandé de venir sur le plateau, mais alors c'était, surtout pendant le Covid, mais c'était le matin pour le soir, quoi. Et je lui ai dit, écoute, je ne suis pas... Alors t'es une machine à audience, quoi. Bon, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, pour l'instant, on fait de bonnes audiences. Nous plus tous, d'1 million 300 000 abonnés sur ta chaîne. Sur YouTube, ouais, et puis sur Twitter, enfin sur X, ça se passe bien aussi. Mais malgré les shadowbans au passage, parce qu'on a dû faire face, toi et moi, à des shadowbans, à des tentatives de terrorisme intellectuel, à des tentatives de dire n'allez pas sur la chaîne, enfin tu connais tout ça. Et malgré ça, on a cartonné. Et c'est aussi parce qu'on fait ces formats longs. Donc ravi de le faire avec toi, où on peut développer... T'es qualifié d'extrémiste de droite, toi aussi ? Bah non, moi, tu sais déjà, je suis racisé, t'ajoutes à ça, c'est un terme que j'aime pas, mais... T'ajoutes à ça que... Ah mais ils osent maintenant, hein. Il y a pas, c'est plus être racisé qui les empêche. Non, moi c'était plutôt sur, tu vois, le Covid, etc. Ou le mot complotiste, bien sûr, qui est devenu aujourd'hui une légion d'honneur. Si tu veux. Aujourd'hui, maintenant, si t'as pas été appelé complotiste, t'es pas un journaliste, c'est pas possible. Tu vois. Seymour Hersh, le plus grand journaliste d'investigation de tous les temps, a été appelé complotiste. C'est bon. Si Seymour Hersh, qui a révélé le massacre de My Lai, a été appelé complotiste parce qu'il a accessoirement révélé que c'était bien la CIA qui avait fait péter le Nord Stream, ce que tous les gens un peu sérieux savaient déjà, et qu'on commence à peine à accepter aujourd'hui. Bon, c'est devenu en effet un titre de gloire, et on sait que, tu sais, c'est toute la liste de ces épithètes qui étaient censées être des épithètes de dénigrement, comme l'art gothique. L'art gothique, c'était une insulte, c'est gothique, ça, parce que normalement c'est l'art français, c'est l'abbaye de Saint-Denis, l'art gothique n'est pas du tout gothique, il est français. Et donc, gothique, impressionniste, Daft Punk, tout ça, c'était des insultes. Daft Punk, c'était des critiques qui avaient dit « on a écouté ce que font ces jeunes-là, c'est du Daft Punk, c'est-à-dire du punk débile. Voilà. Daft Punk ». Et eux ont trouvé ça tellement marrant qu'ils en ont fait leur nom. Et aujourd'hui, c'est des milliards de vues cumulées, etc. Donc gothique, c'était une insulte, impressionniste, c'était... Tu me disais, bon, Cyril Hanouna, c'est une chose, t'invites, mais non, moi je m'étonnais que t'es... Bon, Yann Barthès, non, jamais. Alors lui, c'est trop marrant. Il avait tenté, tu sais, à une époque, son plateau avait...
Ils sont cons. Vraiment, je ne sais pas si c'est la coke ou le petit entre-soi parisien, mais c'est des gens qui sont bêtes. Ils sont bêtes, vraiment. Et tu le sens, vraiment. Entre la lecture de prompteur, l'oreillette, c'est des gens bêtes. Là, dernièrement, on avait eu différents sujets depuis plusieurs mois, hein, c'est pas récent, mais sur Léa Salamé et Glucksmann sont ressortis les sujets, les interviews de Léa Salamé, où on voit qu'elle est bête, quoi. Je suis désolé, hein, je ne vais pas dire les choses autrement. Quand elle interviewe certaines personnes, pour parler notamment des Jeux Olympiques, elle te sort alors, ce cheval a tué votre fille, qu'est-ce que ça vous a fait? Enfin, tu vois, des trucs ni fait ni à faire. Et donc, ouais, Yann Barthès. Alors, tu as eu 2 périodes. Tu sais, j'ai eu une période où j'étais dans tous les médias mainstream. Mais oui, je crois me souvenir, c'est à vous, tu n'avais pas été invité sur France 5? Oui, entre autres, BFM TV. J'étais aussi. CNews à l'époque, je crois que CNews n'existait pas encore. C'est 2014-2016. Oui. C'est de 2013 à 2016. Donc, tu étais invité même sur le service public? Oui, bien sûr, bien sûr. France Inter, j'ai eu de tout. J'ai fait des matinales de France 3, 2 fois la couverture du Point, 1 fois la couverture de Psychologie Magazine, pardon, et tout un tas de télé, de trucs plus experts scientifiques pour la société Endemol, pour l'émission Les Extraordinaires, avec Christophe de Chavannes, où je me suis rendu compte que c'était vraiment l'exemple du type qui est superficiellement superficiel, comme Castaldi, par exemple, le fils Castaldi, qui est vraiment superficiellement superficiel. C'est un mec très profond à la vie, mais quand tu dois faire 20% de part d'audience, laisse tomber, tu dois dump down ta persona, quoi. De Chavannes, c'est intéressant parce qu'il a vrillé complet. Moi, c'était une de mes idoles quand même. Oui, mais ça, c'est à cause du Covid. Laisse tomber, c'est parce que voilà. Non, mais même pas que. Il avait fait une sorte de. Il a complètement vrillé. Moi, j'ai vu que cette partie-là. Mais ce que je sais, c'est qu'il a eu un moment un peu Starmania. C'est-à-dire, j'aurais voulu être un artiste. Il a eu un moment où il voulait être journaliste d'investigation, mais bon, Coyote Production et tout. Enfin, je ne sais pas si tu connais son histoire d'ailleurs. Hein, c'est de Chavannes, en fait, au départ, il entre dans la vie parisienne et la presse parisienne parce qu'au Bluff, il y a une soirée au Fouquet's et il connaît personne évidemment. Tu as un garde du corps et tout, ma star. Et de Chavannes, au Bluff, connaît le prénom d'un type et l'interpelle. Hey, Roger, je ne sais pas, il ne s'appelle pas Roger, mais Roger. Le mec lui fait signe, donc le garde du corps le laisse rentrer. Et là, le jeune de Chavannes se retrouve comme ça dans le Fouquet's avec de quoi enregistrer. Et il tombe sur Depardieu, fin sous, qui devait en être au digestif ou je sais pas quoi, Depardieu n'était pas complètement torché non plus, tu vois, mais il avait encore tous ses neurones. Et il lui accorde une interview. Ce qui fait que de Chavannes se retrouve avec une interview exclusive de Gérard Depardieu. Et il va voir El Kabbach, donc à l'époque était au service public, si je ne me gourre pas, il n'était pas encore chez Europe 1, ou je ne sais plus. Enfin, bon, en tout cas, c'est El Kabbach qui va voir. Et il lui dit, j'ai une interview exclusive de Depardieu, mais je veux la présenter. Tu sais, à la Stallone, comme quand Stallone amène le script de Rocky, il dit, je veux jouer le rôle principal. Genre, tout le monde lui dit, on t'achète ton script, $50 000 et barre-toi. Et lui dit, moi, je ne vous le vends pas, $50 000, j'ai beau être dans la dèche absolue, je veux jouer ce rôle, et il a eu tout à fait raison. Et bien là, c'est pareil, en fait, il a fait une Rocky de Chavannes, et il a dit, non, je veux présenter. Et au départ, El Kabbach lui dit, mais t'es qui, tu vois? Et il dit, bon, bah, si vous voulez, moi, je me barre à la concurrence, hop, reste là. Et il a présenté cette interview. Donc à l'époque, il rêvait encore d'être journaliste d'investigation, de faire des interviews vérité, des trucs comme ça, voire même reporter de guerre, tu vois. Et puis bon, après, avec Coyote Prod, tellement de moula qui a descendu, forcément, que voilà. À un moment, il avait fait Ciel Montmardi, enfin pour les gens qui. Oui, mais c'était pas. Voilà. Il y avait du débat, il y avait vraiment. Oui, et puis maintenant, voilà. Et donc, bizarrement, CNews aujourd'hui, qui a été qualifié de chaîne d'extrême droite par le service public. Je pense qu'ils pourraient m'inviter. Alors, ils m'ont jamais invité, mais je pense pas. Alors, je connais des gens qui y vont, notamment Régis Le Sommier, même Didier Maisto est passé sur CNews, alors que c'est plutôt un homme de gauche. Alors, encore qu'il avait bossé pour Séguin à l'époque, mais c'est un homme complexe dans le sens noble du terme. Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue, bien sûr, Didier Maisto. Et Pierre-Yves Rougeron qui est passé sur CNews. Donc, je pense qu'il n'y aurait pas d'obstacle particulier à ce que je. D'ailleurs, juste parenthèse, bon, on ne va pas faire trop long là-dessus, mais le qualificatif d'extrême droite, donc employé même par Delphine Ernotte. Oui, aujourd'hui, droite et gauche, on voit bien que le vrai problème, c'est l'extrême centre. On a vu, qui est d'ailleurs extrême dans le sens de la violence, parce que qui a estropié les gilets jaunes, c'est pas l'extrême droite. Hein. Qui a éborgné les gilets jaunes, c'est pas l'extrême droite. Donc, qui a fait des sujets, parce que non seulement les gilets jaunes, on les a éborgnés, estropiés, amputés, mais en plus, on les a diffamés, on les a dénigrés. C'est l'extrême centre. Hein. La violence, aujourd'hui, elle est du côté de Macron. C'est bien pour ça qu'il est à 18% d'opinion favorable max, hein, sans doute moins. Donc, ce qu'on appelait l'extrême droite avant, c'était le parti de la violence, c'était les ligues. C'était le colonel Comte de Larocque, c'était les mecs, ils pouvaient te faire sauter l'Assemblée en mettant des... J'ai reçu Alexis Poulain il y a quelques temps, et c'est à croire que tu répètes exactement ce qu'il m'a dit. C'est incroyable. Mais c'est parce que ça saute aux yeux.
ça saute aux yeux. Et lui, il est de gauche, pour le coup. En effet, Alexis Poulain, c'est vraiment... Il m'a dit que c'était le président de la violence. Ah bah oui, mais ça l'est. Regarde son bilan. Même Pasqua, tu sais, Malik Oussekine et tout, c'était chaud quand même. Hein. Même Pasqua, il a pas tabassé autant que Macron. Hein. C'est ça qui est fou, c'est que Macron est présenté comme un mec charmant et tout. Mais même Pasqua, qui était quand même un bourrin, qui était quand même un mec endurci, il a fait la guerre, il a connu le service d'action civique, il a connu la guerre froide et tout, ils affichaient, tu sais, on disait coller des affiches à la Baramine, quoi, concrètement, tabasser les syndicalistes, c'était un mec violent. Pasqua n'a pas réprimé autant que Macron. Je ne sais pas si tu te rends compte de ça. Sans parler, bien sûr, des disparitions fortuites, à savoir Éric Denessé, feu Éric Denessé, Olivier Marleix, sur les décès desquels toute la mort n'a pas été faite. Toute la lumière n'a pas été faite, lapsus, toute la lumière n'a pas été faite, notamment avec, quand tu as quelqu'un comme Alain Juillet, qui dit, écoutez, c'est pas normal qu'un type se suicide au 22 en étant ancien espion français, et qu'il n'y ait pas de ses empreintes digitales sur le fusil. On va commencer par là, quoi. Donc, non, de la même façon que, par exemple, François Hollande avait été un des présidents de la 5e qui avait commandité le plus d'assassinats politiques avec les opérations Homo de la DGSE, de la même façon qu'Obama faisait tourner les drones 24-24, alors tu me diras, quand tu es président d'un empire, parce que les États-Unis sont un empire, soyons clairs, eh ben, c'est plus propre, entre guillemets, de tuer des gens par drone plutôt que des bombardements massifs à coups de B-52 ou plutôt de B-2 Spirit aujourd'hui. Comme disait Tywin Lannister dans Game of Thrones, pourquoi il serait plus horrible de tuer 12 personnes à un dîner que de tuer 12 000 personnes à la guerre. Certes, mais bon, Obama, mec de gauche, il a buté des gens par drone quasiment tous les jours, il signait, quoi. Hollande, mec de gauche, opération Homo à tous les étages. Donc il faut se méfier de ces étiquettes-là, hein, parce qu'à la fin de la journée, c'est la violence qui compte. C'est la violence qui définit ce qui est extrême ou pas. Et il est clair que Macron a été le président de la violence. Oui. Alors tu parlais d'Obama, ça nous amenait évidemment, c'est la première grosse partie de l'émission que j'aimerais qu'on consacre à ce sujet. Le monde, est-il au bord du chaos? Mais surtout, j'aimerais qu'on revienne sur cette terrible mort de Charlie Kirk, donc assassinat, et le bouleversement justement sociétal que tout cela semble avoir provoqué, parce qu'on pourra vraiment dire qu'il y aura eu un avant et un après la mort de Charlie Kirk. D'abord, est-ce que c'est pour toi le début du chaos, justement, cet assassinat? Alors, il y a toujours un risque, c'est-à-dire, comme disait une de mes idoles, l'explorateur britannique Richard Francis Burton, nous dansons sur la margelle glacée de la mort, mais est-ce que la danse n'en est pas moins amusante pour autant? Donc nous dansons sur la margelle glacée de la mort. À tout moment, on peut mourir. Tu glisses dans ta salle de bain individuellement, tu peux mourir, tu traverses, il y a une voiture qui passe. La vie est fragile. Et l'ordre est fragile aussi. L'ordre qui est la vie sociale, qui est la vie de la société, et qui n'est pas non plus une fin en soi, on le sait bien. L'ordre est fragile. Et même des pays qui ont... Alors, on sait que les États-Unis, leur kryptonite, c'est la guerre civile. Ça, Abraham Lincoln l'avait clairement dit. À 28 ans déjà, il te faisait un discours au Lycéum où il disait « Toutes les armées d'Europe et d'Afrique avec un Bonaparte à leur tête ne pourraient pas boire un seul verre de l'Ohio. » C'était très, très clairement expliqué. Parce que nous sommes protégés, les États-Unis, par 2 océans, même Hitler, même Hirohito ne peuvent pas, ou le général Tojo, ne peuvent pas nous envahir. Par contre, si nous devons mourir, ça sera par guerre civile. Et ça, les ennemis des États-Unis le savent, les ennemis intérieurs comme extérieurs, il y a beaucoup d'ennemis intérieurs qui souhaitent une guerre civile aux États-Unis. Et il est clair que l'assassinat de Charlie Kirk va dans cette direction. Maintenant, on doit reconnaître que tous ces gens qui étaient étiquetés extrême droite ont été extrêmement exemplaires. Je veux dire, on a assassiné un de leurs leaders. Je ne les vois pas dans les rues tout faire péter. C'est des gens armés. C'est des gens qui savent tirer. Et attention, pas armés avec n'importe quoi. C'est des gens qui peuvent avoir des mitrailleuses .50 chez eux. C'est des gens qui ont des armes de guerre chez eux et qui ont parfois des collections entières d'armes de guerre. Qui pourraient retourner tout le pays. Qui tirent tous les jours, toutes les semaines. Donc, en effet, ils pourraient te retourner tout le pays. Tu sais qu'il y a plus d'armes à feu que d'habitants aux États-Unis. Donc, tu dois avoir autour d'1 milliard d'armes à feu aux États-Unis. Pour 320 millions d'habitants, tu as au moins 1 milliard d'armes à feu aux États-Unis. Donc, ils auraient pu te mettre le pays à feu et à sang. Qui est violent aujourd'hui? Des gens qui se disent de gauche. Ils ne sont pas de gauche. Être de gauche, ça veut dire quoi normalement? Ça veut dire lutter contre Big Pharma, lutter contre... Or, c'est les premiers à te dire Pfizer est génial, c'est les premiers à te porter un pins avec Pfizer. Enfin, ils ne sont pas de gauche, ces mecs. Il faut arrêter les conneries 5 minutes. La gauche, normalement, c'est quoi? C'est défendre l'ouvrier, c'est défendre l'égalité, la solidarité, c'est défendre l'humanité, le nom du quotidien créé par Jean Jaurès.
Bon, il n'y a plus de gauche aujourd'hui. T'as du cadavre de gauche. T'as un zombie de gauche qui va te parler de wokisme. Va parler du wokisme à Jean Jaurès, juste 5 minutes pour rigoler, tu vois. Va parler du wokisme aux grandes figures de la gauche et même des socialistes et des communistes au XXe siècle. Ils vont s'éclater de rire. Va parler du wokisme au Che, 2 secondes. Tu vas voir Che Guevara, tu lui dis alors, le wokisme, il va te fusiller direct. Donc aujourd'hui, on a un zombie de gauche. Il n'y a plus de gauche. Les vrais justement, enjeux de cette gauche. disparition de Charlie Kirk, qu'est-ce qu'elle n'a pas renforcé paradoxalement justement la position des conservateurs? Sans doute. Des anti-woke. Sans doute. Mais tu sais, après, alors des anti-woke, certainement. Cela dit, je vais être très clair, je ne crois toujours pas, avec tout le recul qu'on a aujourd'hui, que la personne qu'ils ont arrêtée soit l'assassin de Charlie Kirk. Je n'y crois pas une seule seconde. On va traiter, oui, mais ça maintenant... Turbo-conspi maintenant. Oui, mais voilà, mais tant mieux. Vraiment, c'est un honneur. C'est un honneur parce qu'on a traité Seymour Hersh de conspi, de complotiste, alors qu'il avait raison sur le Nord Stream. On a traité les gens qui enquêtaient sur l'ordinateur portable de Hunter Biden de complotistes, alors que c'était vrai. On a traité les gens qui parlaient du nazisme en Ukraine de complotistes, alors que c'était vrai. Stéphane Bandera était un nazi, point barre. On a traité les gens qui parlaient aussi des effets secondaires de Pfizer de complotistes. Aujourd'hui, les complotistes ont eu raison sur toute la ligne. Kennedy. Les Kennedy Files nous révèlent qu'en effet, c'est bien l'État profond qui a fait tuer Kennedy. Le mot complotiste a été popularisé pour dénigrer, pour diffamer les gens qui remettaient en question les résultats des travaux de la commission Warren. Les travaux de la commission Warren, on le sait aujourd'hui, on est en 2025, bientôt 2026. On sait que les travaux de la commission Warren, leurs conclusions sont complètement fausses. À commencer par le fait que la commission Warren va être présidée par quelqu'un, on va avoir dans son influence majeure, le suspect numéro 1 des commanditaires de l'assassinat de Kennedy, à savoir Allen Dulles, qui était la personne qui avait le plus de raisons de commanditer l'assassinat de Kennedy, patron de la CIA. Kennedy avait dit qu'il allait détruire la CIA. Donc aujourd'hui, ce mot complotiste, c'était celui qu'on a lancé au visage des gens qui disaient que Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction massive. C'était vrai, 2 millions de morts quand même. Je préfère être appelé complotiste et ne pas avoir sur la conscience 2 millions de morts que de ne pas avoir été appelé complotiste, comme tout un tas d'abrutis de plateau qui, eux, ont sur la conscience 2 millions de morts, 3 millions de déplacés, un pays à feu et à sang, Daesh, il n'y aurait pas eu Daesh sans la guerre en Irak, etc. Ces gens-là ont ça sur la conscience. Je préfère avoir été appelé complotiste et ne pas avoir ça sur la conscience que de n'avoir pas été appelé complotiste parce que j'aurais été un inconséquent de plateau sans courage, parce qu'après tout, quelqu'un qui a peur d'être appelé complotiste, c'est quelqu'un qui n'a pas de courage, que d'avoir été un de ces inconséquents qui n'a pas de courage et d'avoir sur la conscience 2 millions de morts, 3 millions de déplacés et Daesh. Il faut être très clair. Donc pour revenir maintenant à Kirk, il n'y a rien qui va. D'ailleurs, c'est ce que Candace Owen déclare déjà, comme journaliste citoyenne. Il dit, mais il n'y a rien qui va. On a affaire à quelqu'un qui, normalement, est un professionnel. C'est un tir professionnel qui a été fait. Alors, on peut épiloguer sur la distance. En effet, la distance de tir n'est pas complètement dingue, mais pour quelqu'un qui tire sur cible, toucher, avoir un niveau de groupement, enfin toucher à ce niveau de précision, c'est quand même le groupe jugulaire carotide qui a été touché. C'est pas non plus surhumain, mais... Il n'avait aucune chance. Oui, aucune. Alors là, c'était vraiment une exécution. C'était pas un tir passionnel, c'était un tir avec une discipline de tir impeccable. À un moment donné, Charlie Kirk a le micro devant le groupe jugulaire carotide. Le tireur attend qu'il le déplace. Il tire exactement jugulaire carotide avec un tir parfait. C'est un tir parfait. Certes, à 180 mètres, c'est réalisable, mais les gens qui tirent, par exemple, en Suisse, qui disent « Ah oui, vous nous savez, avec le FAS 90, on peut tirer à 30... » Oui, mais pas planqué sur un toit, pas avec des gens qui font une diversion, ce qui prouve qu'il y a eu association de malfaiteurs, ce qui n'est pas aujourd'hui dans la version officielle. On nous parle d'un loup solitaire. On voit toutes ces vidéos avec des gens autour de lui. Il y a des diversions, il y a des gestes, vous avez des... Il y a des gens... qu'il y a des complicités. Il y a des gens qui ont été arrêtés avec des carabines à plomb qui, de facto, ont servi de diversion. Le tireur s'exfiltre parfaitement, parfaitement. Il s'infiltre et il s'exfiltre parfaitement. Et après, la version officielle nous dit « Ah, il a remonté son fusil », c'est ça qui est fou, parce que la version officielle nous dit « On a trouvé le fusil monté, voilà la photo ». C'est ce qui est apparu sur X. Le problème, c'est qu'on sait que le tireur a dû démonter son fusil pour s'exfiltrer. Donc, dans la version officielle, il faut poser les questions à la Colombo, un peu d'ironie socratique. Ah, d'accord. Donc, le tireur... Il s'est infiltré sur le toit d'une université de façon professionnelle. Il a conduit une discipline de tir exceptionnelle, où il a attendu que sa cible déplace le micro. Il a visé parfaitement et atteint le groupe jugulaire carotide. Pendant que dans la confusion, 3 personnes se faisaient arrêter avec des carabines à plomb, le tireur réussit à sortir du toit,
à démonter donc son fusil, c'est une certitude, et à s'exfiltrer parfaitement. Tout ça pour ensuite remonter son fusil, se dire « Mon Dieu, j'aurais dû être pris. J'aurais dû être pris parce que j'ai un manifeste, vraisemblablement. J'aurais mieux fait d'être pris. Voilà, je me suis laissé le choix de m'exfiltrer. Mais le tireur va ensuite se dire, 24 heures plus tard, j'aurais mieux fait d'être pris. Je vais donc remonter mon fusil pour être pris et je vais me rendre. » Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. La version qu'on nous a servie ne fait aucun sens. Le tueur de Charlie Kirk n'est pas cette espèce de patsy. De la même façon que le tueur de Kennedy n'est évidemment pas celui qui a été assassiné, Lee Harvey Oswald, par la suite. Et il l'a dit lui-même d'ailleurs, je le rappelle, quand un journaliste lui tend un micro, il lui a dit « Mais pourquoi avez-vous fait ça ?» Il lui a dit « I'm just a patsy. Je suis un prête-nom, je suis un bouc émissaire. I'm just a patsy. » C'est ce que déclare Lee Harvey Oswald quelques heures avant sa mort. « I'm just a patsy. » Voilà ce qu'il dit aux caméras. On le sait que c'était un patsy, que c'était une conspiration complète pour tuer Kennedy. Il y a eu une conspiration complète pour tuer Charlie Kirk. Elle a été exécutée par des gens qui étaient extrêmement bien formés, extrêmement bien coordonnés. Et mon opinion personnelle, c'est que ces gens qui ont commandité, organisé et structuré l'assassinat de Charlie Kirk vont obtenir l'effet complètement inverse. Ce qu'a dit sa femme d'ailleurs, après sa mort, elle a dit « Vous ne réalisez pas le feu que vous avez... » C'est ça. Je pense qu'ils ont... c'est des gens qui culturellement ne croient pas au karma. Et le karma qui veut dire réaction, qui veut dire action-conséquence, comme un billard. Eux, ils ont tiré, ils ont lancé la bille blanche, ils étaient très conscients de la trajectoire qu'allait prendre la bille blanche, mais ils n'ont absolument pas conscience des rebonds. Et ils ne sont absolument pas conscients des conséquences de cet assassinat vis-à-vis de leur état final recherché, leur objectif à eux. Et les conséquences de cet assassinat vis-à-vis de leur état final recherché, je peux le dire de façon péremptoire, vont être contraires, absolument contraires à ce qu'ils souhaitaient. Absolument contraires. Et ils ne s'en rendent absolument pas compte pour l'instant parce que ce sont des gens qui, étant tout-puissants, ayant des capacités d'organiser des événements comme pour Kennedy, des événements de cette nature, se disent que leur plan s'est déroulé sans accroc, mais n'ont pas la capacité spirituelle et intellectuelle de comprendre que les conséquences, les rebonds et les tumultes de leur action vont aller dans le sens contraire de ce qu'ils souhaitaient. En tout cas, il y en a un qui a déjà réagi à son niveau, c'est Donald Trump qui a désigné les Antifa comme organisation terroriste. Alors, est-ce que selon toi, il a eu raison ou est-ce qu'il a franchi, comme beaucoup de ses détracteurs le disent, une ligne rouge ? Les Antifa, de toute façon, on sait qu'ils sont notamment financés par George Soros. C'est toujours marrant d'avoir un milliardaire qui a lui-même d'ailleurs des opinions extrêmement fascistes et qui en a fait part à plusieurs reprises, qui est d'ailleurs... on ne peut pas être de gauche et accepter d'argent de George Soros. Ce n'est pas possible. Bon, Manon Aubry l'a fait, c'est pour ça que selon moi, elle n'est pas de gauche. Ce n'est pas possible d'être de gauche et d'accepter de l'argent de George Soros. Ce n'est pas possible. Il faut être très clair. George Soros a du sang sur les mains. George Soros a étranglé sa femme. Elle n'est pas morte, mais il a étranglé sa femme. Il a dû régler ça hors tribunal. Donc il a été poursuivi pour avoir étranglé sa femme, accessoirement. Ce type a du sang sur les mains quand il a fait sauter la Banque d'Angleterre. On estime que pour un point de chômage en plus, on a 1% de mortalité en plus. Ce type a fait exploser le chômage dans tout le Royaume-Uni pour une spéculation financière. On ne peut pas se dire de gauche et accepter le moindre centime d'un mec pareil. Or, les Antifa, on le sait, de façon notoire, peuvent percevoir de l'argent de façon très indirecte. Soros n'est pas un idiot. Il n'arrive pas avec une mallette. Est-ce que ce sont des terroristes, comme le laisse entendre vous avez des pays, il y a des pays qui ont déclaré les Antifa comme terroristes, oui. Notamment l'Allemagne, je crois. Non, les Pays-Bas. Je crois que ce sont les Pays-Bas qui ont déclaré les Antifa comme terroristes. Donc oui, aujourd'hui, on est toujours dans l'idée du cadavre de gauche, c'est-à-dire... Ils ne défendent pas les ouvriers. Non, mais il n'y a pas d'ouvriers chez les Antifa. Tu vois, un ouvrier qui est tourneur-fraiseur, qui bosse dans une usine auto. Tu vois même Philippe Poutou être Antifa. Philippe Poutou lui-même, je parle, peut-être des gens qui votent pour lui le sont, mais lui, l'homme Philippe Poutou. Pourtant, Dieu sait que je ne suis pas fan de lui, vu que même à gauche, il a pris juste les voix qui manquaient à Mélenchon. C'est quand même assez incroyable de se prétendre de gauche, de dire « Ah oui, je suis un mec de gauche ». Oui, en tout cas, tout ce que tu as fait, c'est que le seul gars qui avait une chance de gagner aux élections, pour faire gagner la gauche, tu l'as fait perdre. Ça, c'est ton bilan. Quoi que tu dises, on te fait passer sur BFM TV pour que tu fasses perdre le seul gars qui avait une chance de passer à gauche, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Mais je parle vraiment de conviction. Je ne dis pas que c'est ce que j'aurais voulu, mais en tout cas, par conviction, si le mec était de gauche, ce serait dit « Bon, on va essayer de faire gagner ». Non, dans sa campagne, il avait dit « Oh là là, Philippe Poutou, c'est pas un hologramme », mais je m'écarte. Mais Philippe Poutou, physiquement, tu le vois être Antifa ? Moi, pas. Voilà. L'ouvrier, le prolo, il n'a pas que ça à foutre, si tu veux. C'est pour des mecs à la fac qui sont souvent issus de milieux aisés, rebelles, certes, etc.,
Mais c'est une sociologie très particulière. C'est pas un vrai gros prolo lourd qui sait ce que c'est que de bosser à l'usine, que de se lever à 4 heures, etc. Donc, à l'époque où l'Union antifasciste a été créée par le Comintern, hein, donc sous Staline, c'était pour déstabiliser la République de Weimar. C'était une armée des ombres, comme Kessel dira plus tard pour la Résistance. C'était une armée destinée à déstabiliser la République de Weimar. Donc, d'entrée de jeu, elle était considérée comme terroriste à l'époque, mais certes, si on était un idéaliste communiste international d'autre part, on ne le voyait pas comme ça. Mais aujourd'hui, c'est un cadavre. C'est plus l'oncle Joe Staline derrière. C'est l'oncle Soros. Moi, je veux rien avoir à faire avec l'oncle Soros. C'est un type qui, comment on peut encore une fois se dire Bernie de gauche, Sanders, être proche le de lui. Mélenchon américain, a lui-même A condamné. Condamné. Absolument, il a condamné. Bernie Sanders a été absolument exemplaire, alors qu'il combattait tout ce que Kirk représentait. Il a dit non, c'est pas possible. C'est pas comme ça, je combats tout ce que Kirk représente, mais à un moment donné, l'état de droit, la justice, la morale, l'ordre doivent prévaloir. Et puis même le showbiz, hein, ils sont tous en PLS parce qu'il y a quand même eu, il y a eu Coldplay, il y a eu Paul McCartney, il y a eu pas mal de gens qui ont manifesté Tu as leur vu ce qui s'est dit sur soutien certains réseaux. Tu vas sur Blue Sky à et Charlie Mastodon. Kirk et sa famille en tout cas. Tu vas sur Blue Sky et Mastodon, les réseaux, c'est devenu des asiles psychiatriques, hein, ces réseaux. Et tu regardes ce que les gens écrivent sur Kirk et tu regardes les incitations au meurtre. Les gars te disent, allez, lui c'est le prochain, lui ça serait super. Voilà. Elon Musk et Elon Musk, Donald Trump, mais aussi en France. On te dit, lui, ça serait super de le tuer, B, ça serait super. Attends, tu fais ça, t'es à droite, t'es en correctionnel. Hein. Peut-être même en détention préventive. Tu t'amuses à dire, je vais te donner un exemple. Tu as Code Reno et Papacito qui ont tiré sur des cibles avec la tête de Mélenchon comme image. Ah, raison, je me souviens de ça. Parce que, alors, ils ont été relaxés. Et puis il y avait Poignard dans le mannequin, tu sais. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, il répondait, et pourtant Dieu sait qu'on ne peut pas accuser Code Reno d'être particulièrement islamophile. Mais il réagissait à la une de Charlie Hebdo, le Coran c'est de la merde, je cite, et ça ne protège pas des balles. Parce que Charlie Hebdo a déclaré, tu sais, que Charlie Hebdo a fait cette une, où il y avait des... bien que c'est Charlie Hebdo qui le disait, je le dis pas. Voilà, non mais seulement, il faut répéter que c'est Charlie Hebdo qui a dit ça. C'est pas ce que je dis, je suis musulman, ça va être compliqué. Bon. Mais Charlie Hebdo avait fait ça. Bon, moi, j'ai donné ma position sur les caricatures du prophète. Votre pipi caca n'a aucun impact sur moi. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne très claire. Je dis, Magritte a fait une toile qui s'appelle « La trahison des images », où il montre une pipe et il dit « Ceci n'est pas une pipe », parce que je ne peux pas fumer la toile. Hein. Je ne peux pas aller au musée Magritte, prendre la toile, mettre du tabac dedans et la fumer. Donc oui, ce n'est pas une pipe, il a raison, c'est la représentation d'une pipe. Vos caricatures pipi caca de 68 à retarder, je suis pour vivre et laisser vivre. Si ça vous fait bander, honnêtement, vous avez le droit d'avoir ce genre de sexualité perverse. Elle est dans les limites de la loi. Je ne me sens pas insulté, je suis musulman. Vous avez le droit de bandouiller sur vos délires d'attarder 68 arts, ça ne me gêne pas. Allez-y, continuez. Je ne me sens pas en tant que musulman touché par ça. Pour moi, le prophète, ce n'est pas ce que vous représentez. Vous avez beau mettre une étiquette en disant c'est le prophète lui-même, il s'en fout. Il faut être très clair. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et moi, en tant que musulman, je m'en fous parce que ce que vous représentez, c'est pas le prophète. De la même façon que quand Magritte peint une pipe, c'est pas une vraie pipe. Quand vous faites votre représentation du prophète, vous représentez les espèces de dégueulasseries qu'il y a dans les méandres de vos circonvolutions et qui sont concrètement des flatulences cérébrales. Ça ne me concerne pas. Je veux dire, bon, vous pouvez faire passer un prout pour mon prophète, mais c'est votre problème, ça ne me concerne pas. Donc bon, et pour revenir à Code Reno et Papacito, ils font ça, mais immédiatement, mon Dieu, l'appel à la violence de l'extrême droite. C'était horrible, on saisissait le parquet. Ah bon ? Ah bah là, sur Blue Sky, c'est en meute. Il faut les tuer. Oh, ça sera masterclass quand ils seront morts. Oh, ça serait génial de leur viser la carotide. Ça serait génial de leur viser la jugulaire. C'est des appels au meurtre en permanence. Aucun problème. Alain Soral, on se souvient, a été condamné aussi pour avoir... pour des incitations à la violence, absolument. Alors lui, c'est des trucs encore plus délirants. Même Musk s'en est offusqué. Parce que lui, il a été condamné en Suisse pour avoir décrit une personne en Suisse comme étant une grosse lesbienne. Alors que, renseignement pris, moi j'ai voulu regarder en tant que journaliste, est-ce que la personne était en surpoids ? La réponse est oui. Est-ce qu'elle n'était pas hétérosexuelle ? Est-ce qu'elle était homosexuelle féminine ? Oui. Bon, à partir de là, à quel moment dire la vérité devient une insulte ? Bon, mais, alors est-ce que c'était le ton ? Mais on n'a pas le droit de condamner quelqu'un pour le ton. Ou Dieudonné qui a empêché de jouer ses spectacles avant même de les avoir joués. Alors lui, c'est pareil, c'est du délire complet. Il y a des arrêtés préfectoraux, etc. Alors que, tu vois, même André Berkoff
Andrei Berkov, il est d'origine juive. Je veux dire, ça saute aux yeux. Berkovitz, faut être un peu débile pour pas comprendre qu'il a des origines ashkénazes, même s'il parle évidemment un arabe impeccable que je ne parle pas, ayant grandi au Liban. Mais il a reçu Dieudonné. D'ailleurs, il a fait 1 million de vues, je crois. Andrei Berkov reçoit Dieudonné avec respect. Il le traite pas. Oh, c'est horrible. Là, je vais me laver les mains après vous avoir. Non, il le reçoit. Écoutez, je suis pas d'accord avec vous. Mais bon, on est quand même en 2025. Et ça pose vraiment d'ailleurs, on s'était croisés aux dernières assises de la souveraineté à Arras, organisées par Florian Philippot et les Patriotes. Cette déflagration, parce qu'il y a vraiment une déflagration, a rejailli sur la France et sur le débat autour de la liberté d'expression. Oui. Parce que là, c'est vrai que, aux États-Unis, tout le monde invoque ce premier amendement. Ou ce deuxième, c'est le premier amendement, le second, c'est les armes, et on dit que le second défend le premier. Donc, le premier amendement, vraiment les pères fondateurs des États-Unis, c'est la liberté d'expression, qui est issue en fait des premiers puritains, tu sais, qui au départ voulaient la liberté de culte. La liberté d'expression, mais alors il y a un petit débat parce que justement sur ce qu'elle est, même, tu sais, il y a eu des gens qui ont été licenciés pour avoir, mais là aussi le narratif a été complètement dévoyé en France. Ils peuvent tomber sous le coup de... C'est pas de la critique, c'est parce qu'ils ont fait de l'apologie, ils sont réjouis du meurtre et ils ont appelé à en commettre d'autres. Et en effet, là, une certaine presse française a été déplorable parce qu'elle a dit, pour avoir critiqué Charlie Kirk, ils ont été virés. Non, c'est faux. C'est faux, c'est du spin doctoring, c'est tourné, c'est du mensonge par omission, c'est du mensonge par demi-vérité. Non, ils n'ont pas critiqué, ils ont appelé au meurtre de Charlie Kirk. Et cette même presse, cette même presse qui va t'écrire que justement quand Papacito et Code Reno tirent sur des cibles, ils font un appel au meurtre, ce que le parquet a considéré nul et non avenu, eh bien là c'est de l'appel au meurtre. Par contre, quand tu as des gens qui écrivent explicitement « il faut tuer machin, pas sa représentation, pas son image, pas un mannequin avec de la paille, il faut tuer bidule », là, ce n'est pas de l'appel au meurtre, c'est de la critique et c'est du premier amendement. L'appel au meurtre n'est pas couvert par le premier amendement aux États-Unis, il faut être très clair. Mais l'incitation à la haine, elle existe aux États-Unis. La haine raciale, elle existe aux États-Unis. Les hate crimes existent aux États-Unis. Si tu décides d'utiliser le N-word de façon répétée dans un café à l'encontre d'un noir, c'est un hate crime. C'est un hate crime, tu vas tomber sous le coup de la loi, tu risques 5 ans de prison. Donc il y a des lois, ça y est, il n'y a pas à se demander si les lois sont floues aux États-Unis. Elles ne le sont pas, elles sont très claires. Ce n'est pas couvert par le premier amendement d'utiliser le N-word contre un noir aux États-Unis. Ça ne l'est pas. Même encore pire à la télé, bien sûr, ou dans des conditions aggravantes. Donc non, la loi est très claire. C'est juste que pour l'instant, il y a des abus, il y a des gens qui peuvent se permettre d'inciter au meurtre, tout comme d'ailleurs quand Hillary Clinton avait contesté les élections. Ça n'avait pas réussi. Hillary Clinton a contesté les élections de façon répétée. Elle a dit « Ah ben non, je ne suis pas d'accord des élections locales, je ne suis pas d'accord avec le résultat ». À aucun moment on a dit qu'elle appelait à la sédition. Par contre, quand des partisans de Donald Trump, comme Steve Bannon, avec lequel il a pris ses distances d'ailleurs, qui a fait de la prison d'ailleurs, qui a fait de la prison, et ben quand eux, mais encore une fois, Trump a pris ses distances vis-à-vis de Bannon, ses distances définitives. Eh bien, quand eux ont contesté les élections, et il y avait des raisons de les contester, ça aussi ça avait été appelé complotiste, et aujourd'hui on a tout un tas de preuves qui démontrent par A plus B qu'il y a eu des interférences électorales, à commencer par le fait que l'affaire du portable de Hunter Biden n'a pas pu être publiée pendant les élections, donc en contravention de la démocratie accessoirement, à cause du FBI. C'est comme si la gendarmerie disait « Attendez, on a un dossier sur un candidat, on ne va pas le sortir parce qu'on veut que ce candidat gagne ». Bon, au passage, c'est littéralement l'affaire Cohen-Legrand. Ces gens-là ne sont pas gendarmes, mais c'est ce qu'ils ont dit. On va utiliser les moyens publics pour empêcher quelqu'un d'être élu. Quelqu'un avec qui on a des conflits d'intérêts par ailleurs. Donc, on voit ce 2 poids 2 mesures. On l'a vu pour les incitations à la haine, on les a vus pour les incitations à la violence, et ça peut faire péter le pays. Pour répondre à ta question sur le chaos, ça peut faire péter le pays, en effet. Et je suis très content que ça ne l'ait pas fait pour l'instant. Mais certains veulent que le pays pète. Il y a un autre drame dont on n'a pas vraiment parlé en France, c'est le drame de cette Ukrainienne qui a été égorgée. Irina Zalotska. Voilà. Ça aussi, c'est vraiment pour faire... Alors pour moi, c'est délibéré. C'est-à-dire que délibérément, des ONG, des groupes, des groupes puissants, qui sont multimillionnaires, parfois milliardaires, comme Soros, veulent délibérément exposer la classe moyenne américaine à des criminels. Et ça, c'est quelque chose qui est culturellement inculqué, pour ne pas dire contaminé, inoculé. C'est un inoculat culturel qu'on impose à tout l'Occident. Alors qu'elle représente tout ce que normalement les États-Unis sont censés défendre. Oui. Une Ukrainienne réfugiée, 23 ans, pleine d'avenir, qui était... Absolument, elle prenait le métro parce qu'elle était en train de passer son permis de conduire, elle était débrouillarde, etc. Et elle a été assassinée pendant qu'elle envoyait un message à son petit copain. C'est vraiment horrible, elle était en train d'envoyer un message à son petit copain pour lui dire « T'inquiète pas, dès que je suis rentré, je t'écris ».
et comme ça, gratuitement, elle est égorgée. Voilà. Et on a une certaine presse américaine qui titre, CNN pour ne pas la nommer, donc le groupe Warner, qui décide de titrer, alors que les faits, c'est un égorgement gratuit par un schizophrène complètement déglingué, dont le cerveau a été déglingué par les ONG qui disent tous les blancs sont racistes. Donc tu as des ONG aux États-Unis qui disent tous les blancs sont racistes. Donc tu es responsable. Alors moi je ne sais pas de quoi je suis responsable. Abel Khan, ça veut dire le noir. J'ai littéralement des ancêtres noirs. Mais j'ai aussi des ancêtres blancs, de vieilles familles françaises qui remontent aux croisades. Ce qui me fait toujours marrer d'ailleurs quand il y a des gens qui disent qu'ils veulent me rémigrer. Tu as des mecs qui disent alors que t'es une partie de ta famille bien plus. Exactement. J'ai un mec qui m'a sorti sur X, mais eux ils me font marrer parce que la bêtise me fait plus rire qu'autre chose. Il y a un mec sur X qui m'a sorti toi tu es un Abdallah de Bourgogne, ce qui me fait rire parce que c'est une référence aux inconnus, c'est le chevalier de Pardaillec. C'est Didier Bourdon et Pascal Légitimus qui est un ami par ailleurs, que je salue, dont le talent est immense. Et Légitimus, moins Bourdon, et qui joue Abdallah de Bourgogne, justement. Et donc, voilà, il y a un mec sur X qui allait m'écrire « Toi, t'es un Abdallah de Bourgogne, donc il faudra te remigrer. » Ah bon? Le problème, c'est que je descends en droite ligne de la famille Crégu qui remonte aux croisades. Alors, tu vas faire quoi? Si ça se trouve, toi, t'es en France depuis 5 générations à peine. Moi, je suis, comme dirait Blier dans le CAF sur Bif, rien que du micheton garanti croisade. Tu vois, même si avec ma tête, ça saute pas aux yeux. Donc, on revient au fait que ce clivage racial, de monter les blancs contre les noirs, de les raciser contre les racisés. Moi, je me mets où? Je me mets où là-dedans? Je m'appelle Idriss Aberkane, donc je suis racisé. En même temps, j'ai une branche de ma famille qui remonte aux croisades. En même temps, j'ai un bout italien. Et il se trouve que Aberkane, en fait, ça veut dire le noir, mais c'est pas une blague, parce que dans mes ancêtres kabyles, il y avait des échanges avec les subsahariens. Donc si tu remontes à mes arrière-grands-parents, il y avait des noirs. C'est bien que ce soit toi qui en plus reconnaisse que, donc de facto, ça existe un racisme anti-blanc. Là, c'est ce qui s'est passé avec Irina Zaroutska. C'est-à-dire, il faut dire les choses clairement. Dès lors qu'on dit à quelqu'un sale, 3 petits points, il y a un racisme contre et que les 3 petits points sont une race, bien sûr, une ethnie. Les races n'existent pas, puisque c'est ethnie le terme scientifique, et que, on est interfécond. C'est la définition d'une espèce en biologie, c'est l'interfécondité avec une descendance féconde. Hein. Un cheval et un mulet, c'est pas la même espèce parce qu'ils sont interféconds. Enfin, un cheval, pardon, et un âne, ils sont interféconds, il peut avoir un mulet, mais le mulet n'est pas fécond. Donc, un lion et un tigre, c'est pas la même espèce, il peut avoir une descendance, ça s'appelle un ligre en français ou un liger, mais le ligre n'est pas fécond. Ça s'arrête. Donc, la définition en biologie d'une espèce, c'est interfécondité et descendance féconde. Et en l'occurrence, si j'épouse une pygmée et qu'on a des enfants, modulo des risques génétiques on aura une descendance féconde. Si j'épouse la nièce de la montagne dans Game of Thrones là, qui vient de deadlifter 551 kilos, même s'il me faudra un escabeau pour consommer mon mariage, a priori, on aura une descendance féconde. Donc, de ce point de vue-là, la biologie est formelle. Même si, évidemment, il y a des traits physiques, par exemple, il est de notoriété publique que la plupart des peuples asiatiques ont plus de collagène, ce qui explique qu'ils aient l'air jeunes plus longtemps, parce que pour résister au froid, aux tempêtes, dans les écosystèmes des steppes, etc., de la Sibérie, il faut plus de collagène. Donc c'est factuel que les peuples d'Asie, toutes choses égales par ailleurs, ont plus de collagène, donc ont souvent l'air jeunes plus longtemps. C'est ce qu'on dit souvent, que les femmes asiatiques, par exemple, ont l'air jeunes plus longtemps parce qu'elles ont une peau plus riche en collagène. Bon, donc il y a évidemment, par exemple aussi, la plupart des Afro-Américains à la boxe ont tendance à moins se couper, à avoir moins de coupures. Tous les entraîneurs de boxe, alors c'est évidemment une statistique, parce qu'en fait, toutes choses égales par ailleurs, les Afro-Américains ont tendance à avoir une peau un peu plus épaisse que la moyenne. Et si en plus on prend la sélection de la boxe, c'est-à-dire c'est pas tous les Afro-Américains du coup, c'est ceux qui finissent boxeurs professionnels, oui, ils ont là aussi toutes choses égales par ailleurs moins de chances d'avoir un chaos technique par coupure, ce que tous les entraîneurs de boxe savaient. Donc oui, bien sûr, il y a des diversités entre ethnies, parce que la naissance même d'une ethnie, c'est de s'être adapté à un écosystème donné. Donc soit des écosystèmes où il y a très peu de soleil, où il faut une peau très pâle pour pouvoir fabriquer de la vitamine D, ou au contraire des écosystèmes où il y a énormément de soleil, et il faut donc un taux de mélanine très élevé. Et en effet, tous nos ancêtres avaient un taux de mélanine très élevé, parce que tous nos ancêtres sont nés dans une zone où ça tabassait, à savoir l'Afrique. Bon, une fois qu'on est au clair avec ça, dès qu'on dit sale, 3 petits points pour une ethnie, oui, même Bob Marley a subi un racisme anti-blanc, il le décrit lui-même. Bob Marley était moitié blanc. Donc en Jamaïque, on lui disait sale blanc.
Ah oui, des deux côtés. Bah oui, tu vois, t'es coincé. T'es coincé. J'ai un ami et client en Afrique du Sud qui est métis, café au lait, et qui a fini, alors je ne vais pas donner exactement son poste parce que ça permettrait d'identifier, mais qui a fini à des postes très élevés en Afrique du Sud, avec des responsabilités extrêmement élevées. Les Noirs le traitent de sale blanc, enfin pas tous les Noirs bien sûr, mais à Soweto, il peut se faire traiter de sale blanc, et évidemment, par d'anciens afrikaners un peu endurcis, il se fait traiter de sale noir. Donc on va où ? Et c'est intéressant que tu dises ça parce que je ne sais pas si tu te souviens, Idriss, tu m'avais fait le plaisir de venir dans une de mes toutes premières émissions, Les Incorrectibles sur YouTube, et tu m'avais dit quelque chose, je ne sais pas si tu t'en souviens, qui m'avait beaucoup marqué. Tu m'avais dit, parce que je t'avais demandé finalement si tu avais été victime dans ta vie, ce qui pouvait être le cas, de racisme. Et tu m'avais dit un truc qui m'avait beaucoup marqué, tu m'avais dit que les gens qui t'avaient le plus souvent fait comprendre que tu étais différent, c'était des gens de gauche. Alors 100%. Tu peux nous rappeler ça parce que... Alors à Normal Sup ou Polytechnique, dont je suis docteur, ils ont tout tenté pour essayer d'effacer, de réécrire l'histoire en disant que je ne suis pas docteur de Polytechnique. Et je le suis. Et tu penses que ça a participé... Ah non mais complètement. T'aurais été... Oui. Et c'était, tu vois, tu prends par exemple un gars à Polytechnique... Un blanc, tu penses oui, que t'aurais pas... j'aurais été plus dans leur cadre. Tu penses que ça explique voilà, les attaques que tu as subies en effet? Voilà, quelqu'un, et c'est ce qu'explique très bien Papacito par ailleurs. Et il te sort, tu sais, imagine, qu'est-ce qui est le plus raciste ? Le gros déménageur qui te fait hey, couscous, viens là, puis qui partage sa bouffe avec toi, c'est un gros déménageur, le mec, voilà, il n'a pas lu Proust. Brut de pomme, ouais. Ou le gars dans le 5e arrondissement qui fait ah, tout de même, ça doit vous faire quelque chose d'être rentré à Normal Sup, Abdullah. Hein, qu'est-ce que vous. C'est pas mal quand même, hein, plutôt que de faire du basket ou à Dieu ne plaise, de dealer de la drogue. Voilà, c'est ça. Oui, ou d'être rappeur. Très fier parce voilà, que vous compte tenu de vos gènes, c'est ça. Mais voilà, quand même, limite. Voilà, ouais, et ben, ce genre de réflexion à la con, des mecs qui allaient voter Parti Socialiste m'en ont fait beau. Et puis qui ne sais pas qu'aller voter. Je veux dire un racisme presque... sale, dégueu. Ouais. Snob, on va dire. Oui, mais voilà, un racisme, le vrai racisme systémique. Le racisme de... Tu vois, de quelqu'un qui est dans l'establishment et qui te dit reste à ta place de façon fourbe et subtile. Le racisme fourbe est beaucoup plus dégueulasse que le racisme beauf, si tu veux. Parce que tu as des mecs racistes beaufs, tu peux dormir chez eux. Ils peuvent les mecs, là, les racistes fourbes, jamais ils m'auraient ouvert la porte de leur salon, si tu veux. Ouais, il y a des gars qui pouvaient me sortir des blagues beaufs, etc. Je pouvais dormir. Qui interdiraient de louer leur appart à pouvais dormir chez eux. Des immigrés. Je pouvais être témoin de leur mariage. Quand j'ai fait l'armée, donc la royale, hein, la marine, tu avais des mecs, ils jactaient en latin, c'était la messe en latin, bénie par le pape. Ils me recevaient chez eux. Chez eux, je dormais chez eux, à côté de la chambre de leur fille. C'est ça le respect. Donc, et même parfois, donc, témoin de mariage à des gens qui ont fait bénir leur mariage par le pape. Les fourbes, le racisme fourbe, dégueulasse, de mecs de la gauche caviar, en fait. Qui d'ailleurs, il est fourbe parce qu'il est là aussi pour échapper à la loi. Parce que, tout de même, Abdullah, tu ne peux pas être inculpé pour ça. Tu sais, les soufis disent, l'action faite en secret vaut 77 fois l'action faite au grand jour. Le racisme fourbe et en secret, le racisme chien-dent, il vaut 77 fois le racisme beauf. Il n'y a que le racisme beauf qu'on attaque. Mais le racisme chien-dent, il vaut 77 fois le racisme beauf. C'est le chien-dent qui peut casser une pierre, qui peut vraiment détruire les choses. C'est celui-là qui peut foutre les fondations d'un bâtiment en l'air. Et celui-là, je l'ai beaucoup plus vécu, en effet. Je l'ai beaucoup plus vécu. Et de la même façon, c'est intéressant que tu nous fasses part aussi des réactions, parce que tu es très populaire, tout le monde le sait, mais les gens qui sont issus de ces communautés musulmanes d'origine algérienne ou d'autres pays, ils te voient comment ils te soutiennent pour oui, la plupart, oui, bien sûr. Après, tu sais, tu as toujours... Là encore, là aussi, à part Mélenchon et ses copains qui laissent croire, beaucoup de gens racisés, comme tu l'as dit, sont d'accord avec tes positions et en tout cas celles de beaucoup de gens. Regarde même ce que Bassem est allé dire sur ta chaîne. Je ne vais pas remettre des mots dans sa bouche. Il a été très clair. D'ailleurs, il a cartonné sur les Incorrectibles. Je crois qu'il a fait 700 000 vues. Bistro Liberté. Bistro Liberté, pardon, absolument. Et donc Bassem, voilà, il a mis les choses à plat. Mais tu sais... mais il s'est fait aussi bien parce que tu as des clientèles maintenant. Tu as une question de clientèle. Des clientèles raciales, etc. Et puis, tu as le fait aussi que la France ayant été désindustrialisée, les gens qui ont désindustrialisé la France savaient très bien que ça allait définitivement changer la gauche française. Quand la France était industrialisée, la gauche française, tu vois, moi d'où je viens, en fait, pourquoi j'existe ? J'existe parce que mon grand-père italien
René Serketti, qui est cité dans des thèses de doctorat maintenant. J'ai été frappé de voir des thèses de doctorat qui parlaient de René Serketti, avec tout un passage sur des gens que ma mère a bien connus, etc. René Serketti, syndicaliste aux usines Renault de Boulogne-Billancourt. Comme il était syndicaliste aux usines Renault de Boulogne-Billancourt, donc en gros il faisait chier, quoi. On le mettait avec les Algériens, c'était la punition. Donc on le mettait avec les ouvriers algériens. Donc, alors lui, c'est aussi tout le paradoxe. Mon grand-père, que j'aime beaucoup, j'étais très proche de lui, qui a construit sa maison de ses mains en Auvergne et tout, il est enterré en Auvergne aujourd'hui, donc avec ma grand-mère, Janine Crégu, famille Crégu, croisade. Il disait d'ailleurs, mes ancêtres ont mis la pâtée au tien, parce qu'elle, gauloise, Arverne en plus, tu vois. Et puis, bon, techniquement, elle a d'autres origines dont je ne parlerai pas dans cette émission. Mon grand-père, et lui était italien, romain, il disait, mes ancêtres ont foutu la pâtée au tien, bref. Et lui, il avait été éduqué par un abbé d'extrême droite, liguiste, le père Fromont, qui était, ça filait droit. Hein. Il ne fallait pas parler d'avortement, il ne fallait même pas parler de préservatif, attention, dans les années 30. Et en même temps, il a été syndicaliste, il s'est rendu en URSS, et il a été aussi aux jeunesses chrétiennes, tu sais, les jeunesses ouvrières chrétiennes, il a aidé les JOC, à l'époque il était plus très jeune, donc les JOC, les jeunesses ouvrières chrétiennes. Un peu comme les chrétiens de gauche. Il lisait Télérama, évidemment, à l'époque où Télérama était la référence des chrétiens de gauche, des cathos de gauche. Un peu comme Henri Guillemin. Henri Guillemin aurait lu l'Observateur, dans les années à la fin de sa vie. Henri Guillemin, chrétien, catholique de gauche, conférencier, aurait typiquement lu Télérama et l'Observateur, le Nouvel Observateur. À l'époque, déjà, on l'appelait comme ça, années 80-90. Et en même temps, donc, élevé par... il a été élevé par son père, mais structuré mentalement par un mec qui était liguiste. Colonel Comte de la Roque, les mecs qui voulaient faire sauter le Parlement en mettant des lames de rasoir au bout de leur canne, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et lui donc, il rencontre des Algériens aux usines de Boulogne-Billancourt, ça fait que quand sa fille lui présente un Algérien, ça passe. C'était pas forcément évident. Et côté de ma famille algérienne maintenant, plutôt patricien. Famille patricienne algérienne, mon arrière-grand-père était avocat du FLN, assassiné par l'OAS. Donc, en fait, côté algérien, c'était une famille, je viens d'une famille patricienne. Donc, plutôt des valeurs de droite. Hein. Indépendance, individualisme, fortune personnelle. Même si mon grand-père algérien, Boualem Aberkane, soignait les gens gratuitement. Il était venu médecin, il a eu sa médecine à 37 ans. Et il a décidé de soigner beaucoup de gens dans les quartiers. Bon, c'est toujours plus compliqué, mais bon, la structure familiale était patricienne. Ce qui fait d'ailleurs que mon père et mon grand-père s'engueulaient régulièrement sur des questions droite-gauche, parce que voilà... Et tu te situes où ? Il n'y a quand même pas une partie de la famille qui a pris l'ascendant sur l'autre, non ? Mais alors, c'est là que je voulais en venir. La question est très justifiée et très bonne, parce que c'est là que je voulais en venir. En réalité, il faut de tout pour faire un monde. Pourquoi tu crois que je reçois des gens de gauche comme des gens de droite sur ma chaîne ? Pourquoi tu crois que je suis très content de recevoir... Tu donnes un spectre je suis très content de recevoir le Canard réfractaire, qui est vraiment le média coopératif de gauche et indépendant de référence en France, et que je suis très content d'aller à TV Liberté aussi. Parce que tu as deux types de politiciens en réalité. Bon, ils ne sont pas politiciens techniquement, mais ils ont quand même des opinions politiques assumées, et ils ont le droit de les avoir puisqu'ils ne touchent aucune subvention. Bravo à eux. T'as tes opinions, tu les défends, tu les autofinances, bravo à vous. Ils sont absolument. Mais eux, question gauche, ils se revendiquent davantage de Marx, mais en réalité, ils sont très proudhoniens. Parce que Marx est beaucoup plus populaire sur les campus, malheureusement, je le déplore, que Proudhon. Mais Proudhon était un mec beaucoup plus responsable dans sa vie. Que Charlie Kirk. Ouais, c'est ça, exactement. Absolument. T'as beaucoup de conservateurs sur les campus américains, on va y revenir maintenant. Mais donc, je suis très content de recevoir à la fois le Canard réfractaire et de venir chez TVL. Parce qu'en fait, pour faire une société, il faut de tout. Mais tu as deux types de politiciens. Tu as les politiciens qui ont besoin de leur opposition. Il y a des gens que tu t'interdis de recevoir quand même ou pas ? Alain Soral, tu l'as reçu ou pas ? Pas encore, mais c'est pas rédhibitoire en soi. En général, je ne reçois pas les gens qui auraient dit du mal de moi, sauf exception. Si quelqu'un m'a diffamé ou quoi, je ne vais pas le recevoir, sauf pour le contredire à la limite, mais bon, quel intérêt ? Je ne crois pas que ce soit le cas d'Alain Soral. Tu ne recevras pas Rudi Reichstadt. Alors lui, c'est lui qui ne voudra pas. Pour le coup, je suis prêt. Tu sais, par exemple, faut être capable de s'élever. Rudi Reichstadt m'a agressé, a été un terroriste intellectuel avec moi de façon avérée. Mais si tu dézoomes un peu, il faut reconnaître qu'il a attaqué Netanyahou de façon sincère. Et quand tu es musulman, normalement, tu dois faire le compte. Hein. Tu dois vraiment faire la comptabilité. On en revient à Charlie Kirk, etc. Tu dois faire la comptabilité totale. Rudi Reichstadt, parce qu'il vote en Israël. Je suis quasiment certain qu'il vote en Israël. C'est quelqu'un qui, en tout cas, s'intéresse beaucoup à la politique en Israël.
Et sur X, il a déglingué Netanyahou. Déglingué, et puis de façon arrêtienne, de façon journalistique, sérieuse, en disant ça c'est antidémocratique, ça c'est n'importe quoi, ça. Et je pense qu'il était sincère, que c'était pas juste, tu sais, du comme certains diraient, du pile-poule ou de la chutzpah, des choses comme ça. Non, je pense qu'il était absolument sincère. Et qu'il faisait de la politique, il faisait de la... Non, mais dans sa connerie, il peut être sincère. Non, mais là, c'était pas de la connerie. Non, mais en l'occurrence, de manière aussi générale, il peut être sincère même dans sa connerie. Absolument. C'est vrai qu'il faut distinguer les gens qui sont sincères dans ce qu'ils disent versus les gens qui sont cyniques, absolument. Voilà. Je suis d'accord que il y a des gens qui peuvent vraiment considérer qu'on est des affreux bonhommes, tu vois. Mais donc, en l'occurrence, Rudi Reichstadt ne viendra pas sur ma chaîne parce qu'il ne voudra pas, mais... bien que tu fais une différence avec Tristan Mendès France, un petit peu quand même, qui avait d'ailleurs sorti un tweet immonde. Qui ne viendra pas sur ma chaîne non plus. Oui, sur Charlie Kirk. Qui ne viendra pas sur ma chaîne non plus, mais... Tout ça pour dire que tu as deux types de politiciens. Tu as les politiciens d'élite qui sont capables d'intégrer leur propre position. Donc ça, c'est Charles de Gaulle, c'est Abraham Lincoln, c'est des gens comme ça, qui sont capables d'absorber, par exemple, Abraham Lincoln, qui était évidemment contre... Donc pardon, tu m'as pas dit, je reviens parce que, pardon, j'ai fait une digression, tu te sens pas plus d'un côté que de l'autre, algérien, français? Non, je suis français, alors j'ai en effet la double nationalité. Mais c'est franco-algérien. Oui, ce qui m'a été très très reproché par un certain racisme en Suisse, par exemple. Quand j'ai enquêté sur l'affaire des pédophiles de la RTS en Suisse, qui est une affaire majeure, absolument majeure, qui a été cachée, qui a été dissimulée activement par des services suisses, on m'a mis un faux procès. J'ai eu une dénonciation calomnieuse, qui a été classée d'ailleurs, mais qui a donné lieu ensuite, qui a permis de flinguer suffisamment ma boîte pour que je sois ensuite inquiété par ailleurs. Mais j'ai eu une dénonciation calomnieuse en Suisse, qui commençait par Idriss Aberkane, apparemment de nationalité française. Voilà. Et c'est un parquet de gauche qui a instruit ça. C'est un parquet qui est contrôlé par des gens qui se prennent pour les Mitterrand de la Suisse. Enfin, il y a un match France-Algérie au foot, t'es pour qui? Ah non, mais alors ça, déjà, je ne suis pas méga foot, mais puis tu sais, honnêtement, il y a le... Alors moi, c'est plutôt l'Italie. Voilà, je suis plutôt pour l'équipe italienne parce que je me sens aussi italien. J'ai pas pris de nationalité italienne. Parce que tu vis en Italie aujourd'hui, c'est ça? Alors maintenant, j'ai vécu en Italie longtemps. Là, je suis en train de déménager, mais Pourquoi tu n'habites pas en France, pardon? Ah non, je me sens pas bien en France. Honnêtement, je me sens pas bien. J'ai vécu à Montmartre. Tu sais, avec toute cette pression, ce terrorisme intellectuel, etc. Tu veux dire que la France, c'est plus un pays où il fait bon vivre? Bah non, mais il y a plein de gens qui se sont taillés. Enfin, tu le vois bien. Bah tiens, Papacito, il s'est cassé. Ou même donc quelqu'un qui ne s'aiment pas entre eux. Mais c'est pas pour des raisons financières, ce qui pourrait entre soi... Non, au contraire, tu sais, même j'ai des entreprises en France. Donc j'ai des entreprises en France. Elles me doivent de l'argent d'ailleurs. Donc je pourrais très bien travailler en France et sans aucun problème. Voilà, j'ai des entreprises qui me doivent de l'argent. Donc pas de souci. Et je sursois... Tu gagnes très bien ta vie, toi, aujourd'hui. Je gagne bien, très bien. Quand tu vois Anne Hidalgo, etc., tu te dis que tout est relatif. Mais en effet, je suis autonome. Mais j'ai été ruiné. On a détruit mes affaires en Suisse. On a détruit mes affaires. Quand j'ai enquêté sur l'affaire des pédophiles de la RTS et l'affaire de Laure des Peuls, qui est une affaire gravissime qui n'est pas encore réglée, on m'a ruiné. C'était définitif, acté et raciste, puisque apparemment, nationalité française. Tu peux pas faire plus raciste que ça. D'ailleurs, en France, là, pour le coup, des juges du syndicat de la magistrature, ils n'auraient pas laissé passer ça. Là, les fameux juges rouges, etc., ils n'auraient jamais laissé passer une plainte calomnieuse, qui est fausse, qui a été classée, du coup, avec la honte du parquet, qui disait Idriss Aberkane, apparemment, nationalité française. Jamais un juge rouge, même je sais pas si j'ai été sur le mur des cons ou pas dans le syndicat de la magistrature, même un mec qui m'aurait mis sur le mur des cons dans le syndicat de la magistrature, il n'aurait pas laissé passer ça. Non, là, vraiment, et on en revient à ce racisme chien-dent, ce racisme dégueulasse, ce racisme de fond, tu vois. C'est deux gens qui se prennent pour Mitterrand, / Balzac, et qui comme ça, apparemment, nationalité française, Burke. C'est le vrai racisme, pour moi. Parce que je suis suffisamment intelligent pour faire la différence. Et tu penses que tu payes certaines de tes positions autres, que c'est des bien sûr, procès, d'avoir défendu Raoult, bien sûr, d'avoir défendu Didier Raoult, ça je l'ai payé, mais j'en suis fier. J'en suis fier, c'est une médaille. Tu sais, t'as un ami à toi qui se fait tabasser dans un bar. T'interviens. Tu sais que tu peux te faire péter une dent, tu sais que tu peux te faire décoller. Et qui te le rend bien d'ailleurs, Didier Raoult. Oui, c'est un ami, c'est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect, mais bien avant, sa capacité à démontrer son courage et son intégrité. Il n'a pas pris un centime de Big Pharma, il a été droit dans ses bottes jusqu'au bout. Et oui, l'hydroxyne fonctionnait contre le Covid-19 aujourd'hui. On le voit, il y avait plein d'études qui le montraient. Même Fauci, dans les échanges de mails, le savait. Tous les abrutis qui n'avaient pas la moindre compétence en biologie, pas la moindre, savent très bien qu'ils ont eu tort.
Bon, ils ne vont pas l'admettre parce que ces gens-là n'admettent jamais qu'ils ont tort. Moi, quand je publie une connerie sur X parce que la note de la communauté n'est pas parue assez vite, alors j'ai retweeté un truc, tu vois, qui était con. En 20 minutes, c'est corrigé. 20 minutes. Ces mecs-là, jamais ils se corrigent. Quand ils te mettent les myocardites se soignent, quand ils te mettent il n'y a pas d'effet secondaire, quand ils te mettent non, c'est bien le Ghost of Kiev, là, le fameux avion sorti de nulle part, c'était complètement faux ça. Ils se corrigent jamais. Jamais ils te disent on a eu tort, jamais, parce qu'ils savent très bien que pour eux c'est la honte de se corriger. C'est-à-dire, ils le montrent, moi-même quand je me corrige, ils essaient de le retenir contre moi, tu sais, c'est assez amusant. Moi, je suis très fier. Mais regardez, ma rapidité de correction, c'est 20 minutes. Pour eux, c'est 20 ans. En admettant même, tu vois, est-ce que tu vois BHL, par exemple, venir aujourd'hui dire « Ah, je me suis trompé sur les armes de destruction massive en Irak. Je me suis trompé, à cause de moi, il y a eu Daesh, à cause de moi, il y a eu 3 millions de morts. Enfin, 2 millions de morts, 3 millions de déplacés. À cause de moi, il y a eu des crimes de guerre. Ah, je me suis trompé, pardon. » Le Spiegel l'a fait, ça, pourtant. Dans le Covid, le Spiegel l'a dit, on s'excuse, on n'a pas fait notre travail de journaliste, on a repris verbatim les conneries que Pfizer vous disait, une société multicondamnée pour charlatanisme, et on l'a repris verbatim alors qu'on aurait dû être journaliste et les contredire, donc nous nous excusons. Tu vois BHL faire ça ? Certainement pas. Certainement pas. Pour eux, c'est admettre qu'on a dit de la merde, c'est absolument choquant. Bon. Donc, c'est vraiment pour moi un titre de gloire, aussi bien sur le Covid que par exemple sur la guerre en Ukraine, tu sais. Ouais, tous les crevards à drapeau ukrainien. Moi, j'ai vécu en Ukraine. J'ai chassé le sanglier avec des mecs de Pravi Sector. D'accord ? Donc, moi, j'ai mis une balle de 7,62 dans la vertèbre cervicale d'un sanglier à 90 mètres. Facile. Mais la mettre bien dans la vertèbre. Tu sais, tu mesures à la chasse. J'ai cru que tu allais me dire dans un Ukrainien. Oui, non. tu mesures à la chasse, la qualité de ton tir à la distance que le gibier parcourt entre le moment où tu l'as tué. Et là, moi, il est tombé sur place. Le sabot, et il est tombé sur place. Et ça les a beaucoup impressionnés d'ailleurs. Ils se sont dit, putain, c'est un mec sérieux. Et je sais qui sont ces mecs. J'ai fraternisé avec eux. J'étais pote d'un oligarque qui était pote avec eux, et qui pourtant était juif. Et j'arrêtais pas de lui dire, comment tu fais ? Je lui ai dit, tiens, un problème, hein. Tu sais, Bandera, il était antisémite. Tu peux tourner ça dans tous les sens. BHL, je ne sais pas s'il a intégré non, mais ça. Lui, c'est du cynisme. Non, lui, c'est du cynisme. C'est pas de la connerie, c'est du cynisme. C'est du cynisme. Il sait très bien ce qu'il fait. Et c'est du cynisme. Voilà. Mais bon, Bandera, c'était un antisémite. La Shoah par balle, c'est pour de vrai. Hein. Tu as étudié ton histoire. Non, le seul qui est, alors là pour le coup, qui je trouve. Ah oui, c'est Klarsfeld, absolument. Voilà. Absolument, Klarsfeld, là pour le coup, il a été droit dans ses bottes. Il a dit, écoutez, moi, c'est pas possible. C'est un moment, tu as mes parents qui ont lutté pour essayer de trouver les criminels de guerre nazis, je peux pas être pote avec des gars qui vénèrent Bandera, c'est pas possible. Ouais. Oui, absolument. Klarsfeld, respect, il a dit, c'est pas possible. Mais BHL, rien à foutre. Rien à foutre. Parce que derrière... Ça montre la farce du bonhomme, quand même. Ouais, plus là le cynisme que la farce, pour le coup. Parce que ça reste quelqu'un d'intelligent. Et je pense qu'il sait parfaitement ce qu'il fait. Donc en tout cas, je connais beaucoup mieux l'Ukraine que tous les teubés à drapeau. Qui ont jamais foutu les pieds. Ou alors simplement comme touristes, tu sais. Tous ces généraux de plateau qui sont là. Mais pareil. Sergei enfin, c'est d'ailleurs qui sont révélés autant sur Trump. Hein, oui, bien sûr, mais qui te sort. C'est à cause de Trump que Kirk s'est fait assassiner, mais bien sûr. Et Goya aussi, qui n'était pas particulièrement un idiot, mais c'est quelqu'un qui a été recruté par les réseaux américains pendant la Yougoslavie. Je peux le défendre un peu, c'est-à-dire qu'à l'époque, devenir anti-russe, ça paraissait un peu normal quand tu voyais ce que les Américains déployaient comme moyen pour te rendre anti-serbe et pour te rendre... Puis bon, moi étant musulman, évidemment, je ne vais pas te faire forcément, à l'époque, l'apologie de Milosevic, par exemple, tu vois, même si apparemment les choses ont été plus nuancées que ça. Mais bon. Et donc, à l'époque, Milosevic, Goya, les Américains lui ont mis le grappin dessus culturellement et intellectuellement, un peu comme les Young Leaders. Et depuis, c'est le gars qui va te répéter la tambouille de l'OTAN sans filtre. Il va te reprendre ce que dit l'OTAN. Donc si l'OTAN te dit que les Russes piquent des puces sur les machines à laver, il va te le redire. Tu vois. Il ne va pas chercher à enquêter à plusieurs sources. Non. D'ailleurs, si c'est pas enquêter, ce mec, c'est un militaire. Tu as des militaires qui savent enquêter, mais pas lui. Donc du coup, ça va te donner ça. Et ça va te donner les conneries sur conneries qu'on peut être débité chez LCI. À la poédie. Et dont LCI, d'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'ils rendent l'argent qu'ils ont pris à la Russie avec Bouygues, quand Bouygues a fait du business en Russie. Ah, ils disent pas ça. Hein. LCI, ça appartient au groupe Bouygues. Et le groupe Bouygues, via sa filiale Bouygues-Stroy en Russie, a palpé plus de 200 millions d'euros. Bon, rendez l'argent alors. Si vous êtes là en mode intégrité, etc. Parce que les gens que vous accusez d'être pro-russes, ils n'ont pas touché un centime de la Russie. Hein. Même de façon purement corporate et légale. Je veux dire, pas des bakchiches, etc. Mais, Clémence Oudiakova,
qui a subi le terrorisme intellectuel de Martin Weil, elle n'a pas touché un centime de la Russie. C'est un fait, hein. On peut tourner ça dans tous les sens qu'on veut, elle a touché zéro, elle. Par contre, Bouygues, donc LCI, eux, ils ont pas. La maison mère de LCI, l'argent n'est pas allé à LCI direct, encore que j'en sais rien, mais la maison mère de LCI a touché plus de 200 millions d'euros. De Poutine, qui était déjà au pouvoir à l'époque. Il pourrait dire, ah non, mais c'était sous Gorbatchev. Accessoirement, la maison mère aussi de TMC. Absolument, de TMC, exactement. Martin Weil, absolument. Ouais. Qui est dans une voie de garage aujourd'hui, hein, parce que bon, c'est... Voilà, TMC, c'est pas non plus... T'as vu les audiences qu'il fait, Barthès, ça marche pas trop mal quand même. Moi, j'ai regardé, oui, mais en tout cas, Martin Weil... c'est pas compliqué. J'ai voulu regarder... J'ai regardé Google Trend, voilà. Bon, j'ai regardé Toxin, Clément Soudiakova versus Martin Weil, il n'y a pas photo. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'était Patrick Sébastien, qu'on l'aime ou pas, mais qui disait un truc factuel, qui disait que tous ces gens se branlent la nouille, pour parler très crûment, sur les audiences chaque soir de Barthès ou d'Hanouna, ou c'est à vous, mais c'est 1 million, autour d'1 million, un peu plus, 1,5 million. On est 68,5 millions d'habitants en France. Ouais, non, mais c'est que dalle. D'abord, c'est rien, et ensuite, vraiment, les audiences cumulées, surtout par euro, parce que tu regardes les audiences normalisées par le budget, alors là, on les explose. Par euro investi, on les explose. Ouais. Mais aux États-Unis, les journalistes citoyens comme Tucker Carlson, Clayton et Nathalie Morris, etc., ou Joe Rogan, ils explosent même les chaînes mainstream. CNN, ils font... Tu penses qu'un jour, ça peut basculer Aux États-Unis, ça a déjà basculé, ça y est. Ouais. D'ailleurs, ça a joué un rôle dans les élections, puisque l'interview de Donald Trump par Tucker Carlson a contribué, bien sûr, à sa victoire, ainsi que son passage chez Joe Rogan, en sachant que Kamala Harris a refusé d'aller chez Joe Rogan. Et donc Kamala Harris, les politiques français ici, ils ne comprennent pas. Hein. Marine Le Pen, Jordan Bardella, ils ne viennent toujours pas. On a 10 ans de retard. Ça va arriver, on a 10 ans de retard. Puis de là à comparer Marine Le Pen à Donald Trump, il faut quand même avoir de bonnes lunettes pour un peu être capable de faire la part des choses. Il y a une raison pour laquelle Philippot a quitté le RN, à savoir la question du Frexit. Aujourd'hui, Trump est colbertiste à souhait. La totalité de la politique économique de Trump, c'est du colbertisme. Le mec, il a copié-collé Colbert. Il va évidemment pas le dire parce qu'il est américain. Marine first. Le Pen a un peu plus de chance quand même, sans porter offense à Florian Philippot, d'arriver au pouvoir s'il n'y a pas de problème. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que Marine Le Pen ne sera pas... C'est pas ça que je disais, mais je disais que Marine Le Pen n'est pas la Trump française. Point. Marine Le Pen n'est absolument pas prête à faire une politique colbertiste si elle arrive au pouvoir. Point. J'ai vu des politiciens de très haute valeur au RN, comme j'en ai vu de très haute valeur à LFI, comme Younous Omarjee. Jean-Marie Le Pen, tu portais un regard sur lui. On voit bien aujourd'hui qu'on l'a pas mal... C'était peut-être lui, moi j'avais dit que c'était lui un peu. On l'a pas mal caricaturé, c'est sûr. Moi je disais que c'était lui le Trump français. Alors, comme Pierre-Yves Rougeron, qui est beaucoup plus compétent que moi en matière d'analyse politique, te dira que c'est pas comparable. Il n'y a pas de Trump français, il n'y en aura pas. Et que c'est pas comparable pour des raisons vraiment d'autonomie. Il y a des tas de points communs, je suis d'accord. Dans la fourmilière. Mais en termes d'organisation politique, c'est là où Marine Le Pen est quand même... non, justement, Trump, si tu veux, Trump était milliardaire avant de faire de la politique. Donc il a eu ce qu'on appelle le fuck you money avant de créer son parti. Et il avait de compte à rendre à personne. C'était clairement pas le cas de ce que Pierre-Yves Rougeron appelle... Tu fais partie de ceux qui pourraient dire Jordan Bardella, il n'a pas bossé avant, non, il n'est pas légitime. Jordan Bardella, pour moi, il est en train de prendre la place de LR, concrètement. Voilà, c'est... Jordan Bardella, c'est... comment il s'appelle là, le mec de Versailles qui était... chez LR, là. Qui était... Tu vois, je ne connais même pas son nom, tellement ces personnes, le mec. C'est pas Bellamy, non ? Voilà, Bellamy, voilà. Bellamy. Voilà, donc Bardella, c'est un Bellamy pasquatisé. Voilà. Donc, alors pas avec la profondeur de Pasqua, attention, hein, parce que voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le Pasqua, il avait un background. Le service d'action civique a protégé Charles de Gaulle de 17 tentatives d'assassinat. C'était des mecs épais, comme dirait Pierre-Yves. Et Bardella, il n'a pas le quart du dixième de l'épaisseur de Pasqua, on est d'accord. Bon, ça se compare pas. Mais ses conseillers en com, et on fait une stratégie qui est tout à fait intelligente, faut le reconnaître. Sauf que bien sûr, Pasqua, il aurait sans doute été contre l'UE, ou en tout cas Séguin l'était. Et ils ont fait de Bardella un Bellamy pasquatisé. Voilà, mais attention, c'est un Bellamy goût Pasqua, tu sais, c'est goût. Il n'y a pas du vrai chocolat dedans, c'est goût chocolat. Voilà. Donc, ils ont fait de Bardella un Bellamy goût Pasqua. Voilà. Donc, il a ses fiches, et ces fiches te font du Pasqua. Il faut quand même reconnaître qu'il n'est pas mauvais quand même. Non, mais on verra. On verra, parce que répéter des fiches McKinsey, c'est une chose. Être élu, c'est une autre. Des mecs qui n'étaient pas mauvais, je peux t'en montrer des cimetières entiers en politique. À commencer par Mitt Romney. Tu te rappelles de Mitt Romney ? Ah bon, voilà.
Je peux te citer un cimetière entier de mecs qui n'étaient pas mauvais en politique, et puis qui après, tu sais, la politique, c'est être capable de prendre des tartes dans la gueule. Voilà. Tu ne mesures la profondeur politique de quelqu'un qu'aux tartes dans la gueule qu'il a prises. Churchill, il prenait 3 calottes au petit-déj. Hein. Il a été détesté de son propre parti, détesté de l'opposition, il a retourné sa veste, les Dardanelles, le mec il est mort 10 fois en politique, Churchill. Et puis il fallait un mec mort 10 fois pour diriger le Royaume-Uni dans la Deuxième Guerre mondiale. De Gaulle, traversée du désert, fait prisonnier pendant la Première Guerre mondiale, il a pensé à se suicider à Dakar. Le raid de Dakar échoue, De Gaulle, il le dit avec pudeur, mais il va avoir un moment d'introspection avec un 7,65 mm dans sa cabine. Donc c'est ça, un vrai politicien. Bardella, il n'a pas le quart de ça, pour l'instant. Il n'a pas le quart de ça. Alors peut-être qu'il l'aura un jour. Mais si, malheur à lui et à la France, s'il arrive président sans avoir la moindre cicatrice. Malheur, comme Macron. Bah justement, j'allais venir comme Macron, et puis alors, je ne sais pas si ça ne t'aura pas échappé, il y a quelques temps, là, il y a eu, c'est incroyable, cette réaction. Tu parlais de Candace Owen tout à l'heure, je pense que tu portes un grand crédit à cette personne. Elle a quand même réussi. Bon, cette affaire Macron, là, où Brigitte nous a laissé entendre qu'il y a eu un communiqué comme quoi il y aurait des preuves scientifiques qui seraient amenées. J'ai interviewé Xavier Poussard sur ma chaîne. Moi, oui, toi, tu as quand même... J'ai comme notre consoeur Clémence Oudiakova. Et bien sûr, comme Candace Owen. Moi, je ne croyais pas du tout à ça. Je t'avoue, sortir que Brigitte serait un homme, c'est quand même... on a tous la suspension de l'incrédulité dans un film, etc. Mais là, quand même, c'était capillotracté. Et puis, il arrive sur ma chaîne et il balance tout un tas de faits vérifiables. Il te balance que Brigitte Macron a été opérée par un chirurgien qui est le spécialiste européen de la féminisation des visages masculins. C'est un fait. C'est un fait, c'est vérifié. Oh, mais c'est peut-être la chirurgie esthétique, là. Oh, d'accord, mais pourquoi tu vas prendre le spécialiste européen de la féminisation des visages masculins ? Tu as tout un tas de très bons chirurgiens esthétiques sur la place de Paris. Pourquoi tu vas prendre lui ? Et... Tu veux dire qu'il y a une présomption. Non, mais je dis juste qu'il y a ces faits-là. Bon. Et surtout, ce fait est caché ensuite par la presse. C'est-à-dire que la presse va tenter de l'effacer, ce fait. Et il te montre des preuves, Xavier Poussard te sort des preuves, qu'il y a eu des articles qui ont paru, et ensuite, dans une autre version, ça avait été effacé. Alors moi, je connais ça très bien dans l'affaire des pédos de la RTS, puisque dans l'affaire des pédos de la RTS, tu as l'article Princeps, l'article majeur, qui a été publié par Vigous, un journal qui à l'époque était courageux, beaucoup moins maintenant, la preuve. Et cet article de 2007, qui s'intitule « La RTS ne perd pas le pédophile », sous-entendu, ne perd pas le fil de sa pédophilie, il a été effacé des archives de Vigous, et aujourd'hui, si tu es journaliste, tu téléphones à Vigous, tu dis « Je souhaiterais avoir une copie de cet article de 2007 par monsieur Nordman ». Nordman, journaliste fondateur de Vigous, cofondateur de Vigous et accessoirement scénariste de Lucky Luke. On lui doit des scénarios de Lucky Luke. Bon. Tu dis, voilà, bonjour, je suis journaliste, je souhaiterais accéder à cet article de monsieur Nordman de 2007. La RTS ne perd pas le pédophile. Ils vont te raccrocher au nez. Fais-le, t'es journaliste, fais-le. Je dis à tous les journalistes qui nous suivent, faites-le, téléphonez, si vous êtes suisse, téléphonez à Vigous, soi-disant le canard enchaîné du lac Léman, dont un des plumitifs avait dit pendant le Covid, le problème avec les complotistes, c'est qu'ils veulent faire leurs propres recherches. Ça se mange sans fin, ça. Un mec qui a sorti ça. Je ne vais pas l'accabler, le pauvre garçon, parce qu'il est suffisamment décrédibilisé comme ça, donc je ne vais pas avoir la cruauté de citer son nom. Mais il n'a pas un nom amusant, non ? Non, je sais pas si c'est amusant, mais en tout cas, c'est tragicomique. Et donc, Vigous sort cet article, tu ne le retrouves plus, il a été effacé. Il a été effacé le jour de la mort de monsieur Nordman. Parce que Nordman, cofondateur de Vigous, de son vivant, n'aurait jamais accepté que l'on supprimât cet article sur les pédophiles de la RTS. 40 ans de pédocriminalité sur cette chaîne publique qui crame 2 milliards de budget suisse par an, franc-suisse. On aurait dû en parler, c'est comme la BBC, les pédophiles de la BBC, on en a parlé, on l'a mis sur la table ce dossier. Ça y est, on l'a mis sur la table. Non, là, les pédos de la RTS, c'est enterré. Et tu as même un journal qui est complètement décrédibilisé aussi, qui s'appelle AD à Lausanne, qui appartient à une fondation qui s'appelle la Fondation Aventinus, et qui a tenté de décrédibiliser le dossier des pédos de la RTS en accablant un pauvre gars qui était en hôpital psy, pour dire circuler, il n'y a rien à voir. Donc, vraiment, bon. Donc je sais, en tant que professionnel, ce que c'est que de faire le nettoyage. Donc pour Brigitte, tu considères qu'il y a eu un nettoyage. Donc ça, je peux te confirmer sur cette nouvelle précise. C'est un fait précis. Oui, Brigitte a été opérée à l'hôpital américain de Neuilly par le spécialiste européen de la féminisation du visage masculin. Les Français ont le droit de savoir ça. Et cette info a été supprimée.
Donc ça, c'est factuel. C'est factuel. Bon, tu as un deuxième point. Excuse-moi, voilà, encore une fois, soyons très rigoureux. C'est clairement pas suffisant pour conclure. On est d'accord. Tout à fait, je le dis en tant que journaliste, ce n'est clairement si pas suffisant. Si les preuves sont apportées scientifiquement. Absolument, mais je comprends même pas que ça n'ait pas été fait plus tôt. Je comprends même pas que ça ait... En fait, c'est de là qu'on va y venir. Je comprends même pas que ça n'ait pas été fait plus tôt. Tu publies un karyotype, une prise de sang, on n'en parle plus. Bon. Ouais, mais l'autre fait, donner du crédit aussi. L'autre fait si demain on dit, alors oui, mais c'est trop tard maintenant. Si demain on dit Idriss Aberkan est une femme, peut-être qu'avant d'envoyer un karyotype. Non, moi tiens, on va en parler de donner du crédit. Je suis une femme. Moi, on m'a accusé. Je suis une femme. Voilà, je peux vous le dire. On m'a accusé. En 2016, on m'a accusé d'avoir des faux diplômes. Il y a encore des gens qui pensent ça. Je te cache pas que j'ai beaucoup de gens qui me disent en effet. Parce qu'ils sont désinformés. Non, mais c'est parce qu'ils sont. C'est normal. C'est exactement comme de Carlos de Juan Brand quand il égorge Irina Zarutska. Surtout qu'en effet, depuis le temps, si vraiment c'était factuellement faux, là aussi... C'est interdit de faire des faux titres, voilà. Tu sais, c'est pas compliqué. Hein. Donc il y a des gens qui sont surpris que tu aies eu 3 doctorats aussi vite. C'est ça. Mais je les ai pas eu aussi vite, ça m'a pris 7 ans. Ah. C'est faux, c'est Wikipédia qui dit ça, mais Wikipédia, on sait que Wikipédia ment, ça c'est pas une nouveauté, maintenant tout le monde sait que Wikipédia ment. D'accord, donc tu les as pas eu en 18 mois. C'est complètement faux. Je les ai soutenus sur une période de 18 mois. C'est-à-dire que je les avais préparés et il m'a fallu 7 ans pour les faire. Donc tu t'inscris, j'ai été inscrit 7 ans sur ces 3 premiers doctorats. Entre le premier doctorat et le dernier doctorat se passe 7 années. Donc c'est des mensonges, et ça Wikipédia est spécialiste de ça. Et on ne peut pas d'ailleurs arriver à... Non mais moi honnêtement, je veux surtout pas que Wikipédia dise du bien de moi. On a atteint un niveau, ces gens-là sont tellement visqueux, gluants et infâmes, je ne souhaite pas... moi je te parle pour moi. Je te parle pour moi. Je ne veux pas que ces gens disent du bien de moi. Tu sais, quand je méprise vraiment quelqu'un... Sur des gens qui sont influençables... Certes, ok, je vois, mais ça fait... une recherche. Mais tu sais, des fois, ça fait le tri. Ça fait le tri. Si des gens... Rigoureux, si des gens sont... Ça fait le tri. Et moi, des fois, je suis très content de voir des gens qui disent « Ah oui, très bien, allez, je ne veux pas vous voir ». Ça m'a souvent même sauvé, dans des gens qui voulaient m'avoir en conférence et qui ne m'auraient même pas payé, des trucs comme ça, et qui me disaient « Ah ben non, on a vu Wikipédia ». Parfait, je suis ravi, parfait. Bon, mais vraiment, tu sais, quand des gens, je les méprise... Je leur dis par pitié, dites jamais rien de bien de moi. Par pitié. Est-ce que tu auras envie que Pierre Laval dise quelque chose de bien de toi, tu vois ? Vous êtes visqueux, vous êtes gluant, je veux pas, tu sais, vous êtes Grima, langue de serpent dans Le Seigneur des Anneaux, je veux pas que vous disiez du bien de moi. Je veux pas que Wikipédia donc quelque part, tu valides un peu la théorie sur laquelle Brigitte Macron, peut-être pour revenir à elle... Attends, pour revenir à ça, je veux dire... Elle a laissé faire, et puis bon, là, ça atteint peut-être proportion avec Candace Owen. Je vais te dire là, évidemment... Je vais te dire pourquoi c'est pas le cas. Parce que donc... Je disais, publier, machin, c'est donner du crédit. Moi, j'ai tout de suite publié mes diplômes. Ils sont encore publiés sur mon site. Tu as la liste complète de mes diplômes. Mon doctorat de Polytechnique, qui n'a évidemment jamais pu être enlevé de près ou de loin. Il n'y a même pas eu de procédure pour me l'enlever. Il n'y a même pas eu de conseil de discipline pour me l'enlever. Ils ont balancé ça dans l'Express parce que quand on veut du fumier, on va à la porcherie. Mais dans la vraie vie, il n'y a jamais eu même un conseil de discipline. Tu sais, pour enlever un diplôme, il faut commencer par un conseil de discipline. Mais il n'y a même pas eu de conseil de discipline. Tu vois, même pas. Bon. Puis ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que Polytechnique a fondé un comité d'éthique pour moi, alors que c'est le campus qui a eu le plus de viols de toute l'Union européenne. C'est le champion du monde, comme dirait Macron, champion du monde, frère. Le campus de Polytechnique Palaiseau, ils sont champions du monde, viol et harcèlement sexuel. C'est même pas d'Europe, c'est du monde. Du monde. Il n'y avait pas de comité d'éthique pour ça. Les mecs, ils ont, et c'est Mediapart en a parlé, Le Monde en a parlé, toute la presse en a parlé, même le Figaro étudiant, qui même parlait des cérémonies avec des cagoules du Ku Klux Klan à Polytechnique. C'était l'adresse URL de l'article du Figaro étudiant qui te disait des cérémonies avec des cagoules du Ku Klux Klan à Polytechnique. Bon, pas de comité d'éthique. Ah non. Ah bah non, des viols en série sur notre campus, t'imagines bien que ça justifie pas un comité d'éthique. Ah, on est d'accord. Bon. Donc moi j'ai publié tous mes diplômes. Docteur de Polytechnique, ancien prédoctorant de l'École normale supérieure, ancien enseignant à l'École centrale Paris, ancien visiting scholar et le plus jeune d'ailleurs du département de mathématiques. Ma lettre est signée quand j'ai 19 ans. 19 ans. Et quand j'ai été invité à Stanford, j'avais 20 ans. Je n'avais pas le droit d'entrer dans les boîtes de nuit et d'acheter de l'alcool. C'est factuel, c'est comme ça. Ils peuvent tourner ça dans tous les sens qu'ils veulent, ils peuvent faire du terrorisme intellectuel, tout ce qu'ils veulent sur Wikipédia. Donc ça pouvait être une forme de racisme que tu dénonçais. Mais ça l'est, je te le dis clairement. Je te le dis clairement, et c'est du racisme de gens de gauche. C'est du racisme de gens de gauche, absolument. Parce que eux, ça les faisait vriller qu'un Idriss Aberkan ait 3 doctorats, absolument. Et c'est pas les mecs de droite qui sont venus me chercher, c'est bizarre. En effet. Je te le reconnais. Donc, tous mes diplômes sont publiés. Donc, pour revenir à Brigitte Macron, moi j'ai fait ça. Tu sais, des mecs qui ont menti sur leur diplôme en Macronie. Bon, le cornu, il a écrit factuellement sur un site ministériel qu'il avait un master, il ne l'avait pas. Tu vois. Macron, le classement de sortie de l'ENA,
a été supprimé pour sa promotion. Le hasard. Non. C'est pour sa promotion, le classement de sortie n'a jamais été publié. Attal, bon, tu lis Juan Branco, tu vois que ses diplômes, il les a eus dans des circonstances tout de même assez rocambolesques. Bon, moi je les ai eus pour de vrai. Bon, j'ai eu mon doctorat de Polytechnique, j'ai eu mon doctorat de littérature comparée, j'ai eu mon doctorat bien sûr de diplomatie et relations internationales, j'ai eu mes masters, j'ai bien fait Normal Sup, je suis bien prédoctorant de l'école normale supérieure, j'ai bien été enseignant à l'école centrale Paris. Et moi, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de réaffirmer. C'est-à-dire, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de rester digne. Ma famille a fait la guerre d'Algérie. Hein, donc, voilà, on a chez les Aberkan et chez les Serketti et chez les Crégu, on a 2-3 capacités. C'est pour ça d'ailleurs que ces mecs de Polytechnique, je pense, ils étaient trop gluants. Trop, tu sais, c'est des mecs visqueux. Ils pensaient que j'étais aussi lâche qu'eux. Donc ils se sont dit, mais si on publie dans l'Express qu'on souhaite, dans nos délires les plus fous sous ecstasy, lui retirer son doctorat. Enfin, l'Express, tu as quand même envoyé en correctionnel. Oui, 3 fois. 3 fois. Ah bah voilà, mais Alain Veil, 3 fois en correctionnel, Alain Veil qui est un délinquant. Alain Veil, c'est un type qui a été condamné pour avoir écrit que le maire de Goussainville était fiché S. Ça flirte avec l'incitation à la haine raciale. Si j'avais été l'avocat du maire de Goussainville à l'époque, j'aurais clairement plaidé l'incitation à la haine raciale. Parce que j'aurais dit, attendez, c'est pas pour rien que vous avez écrit qu'il était fiché S alors que c'était faux. C'est par ses origines que vous avez fait ça. Donc le maire de Goussainville a été grand seigneur. Il a juste dit, allez, je vous ai pour diffamation, maintenant décampe. Voilà, dégage, Alain Veil, dégage. On sait qui tu es un délinquant. Tu as été condamné pour diffamation pour avoir dit qu'un maire racisé était, justement, pour utiliser ce terme que je n'aime pas, était fiché S. Alors que c'était bien sûr faux. Donc voilà. Toi, tu as fait une autre technique, tu avais enregistré l'interview. Ah oui, voilà, mais là, et tu sais qu'ils ont tenté de m'intimider. J'enregistre l'interview. Donc rappelle le contexte. Voilà, donc ils me demandent une interview, tu sais, en prétendant qu'ils vont respecter la charte de Munich. Je vois tout de suite que leur interview va être complètement déloyale, complètement fausse, avec un montage déloyal, avec des mensonges. Donc tu les enregistres. Donc je les enregistre. Et je leur dis, ça ressemble un peu à du Cohen-Legrand. Oui, mais exactement, mais on en revient à ça, hein, et on va y revenir en effet. Donc je les enregistre. Et là, ils disent, ah non, on vous interdit formellement, parce que pour atteinte à la vie privée. C'est magnifique. Donc tu as leur cabinet d'avocats, qui était vraiment des brels de toute évidence, qui m'envoie une lettre en disant, non, atteinte à la vie privée, on vous interdit formellement de publier. Je suis désolé. En fait, votre avis, moi, tu sais, on en revient à, tu sais, l'intimidation. Le connard moyen, tu lui envoies une lettre d'avocat et il flippe. Un mec comme moi, c'est pas une lettre d'avocat qui va le faire flipper. Hein. Donc je leur ai dit, vous n'avez pas compris, ça a été collecté loyalement. J'ai la preuve qu'ils ont dit qu'ils étaient d'accord pour être enregistrés. Et c'est pendant leurs heures de bureau. On n'est pas sur une conversation privée. On est pendant leurs heures de bureau. C'est une interview, bien sûr, que je la publie. Donc je l'ai donnée à François pour ne pas avoir de conflit d'intérêt, pas la sortir sur ma chaîne, pas gagner d'argent avec. Je l'ai donnée à François. Et j'ai dit même à l'époque à François, en votre âme et conscience, c'est vous qui décidez. Je ne suis pas votre supérieur hiérarchique. Si vous ne voulez pas la publier, vous ne la publiez pas. Donc je l'ai transmise à Xavier Zalbert. Et il a décidé, ça a pris plusieurs jours, il a décidé de la publier. Et là, on voit le festival de mensonges, de tout ce que tu veux. Donc, une fois que tu as vu ça, tu comprends très bien qu'il n'y avait que l'Express pour dire qu'on allait me retirer mon doctorat de Polytechnique. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que pendant 7 ans, Polytechnique avait dit que je n'avais même pas ce doctorat. Alors, tu as plein de gens qui sont venus les appeler et qui leur ont dit « mais on ne comprend pas ». Vous dites que vous allez le retirer alors qu'ils ne l'avaient pas. Les gens n'avaient qu'à appeler Polytechnique. Et là, alors là, pour le coup… Ils disent surtout, mais vous dites que vous allez lui retirer alors qu'il ne l'a pas. Vous avez dit qu'ils ne l'avaient pas. Ah oui. En 2017, ils écrivent sur Twitter. D'ailleurs, ils m'ont bloqué entre-temps, puis ils ont quitté Twitter. C'est des mecs tellement courageux, ils ont quitté X. Donc en 2017, ils écrivent sur X pour que ce soit blanchi sur Wikipédia. C'est toujours pareil, c'est des méthodes. Tu prends une source, tu la blanchis sur Wikipédia. L'Express sert à ça, CNN sert à ça. Eh bien, ils écrivent, il n'a jamais eu son doctorat chez nous. Maintenant, on va lui retirer. Ouais, parce qu'on rappelle que Wikipédia s'appuie sur des publications. Bien sûr, c'est fait pour, c'est du blanchiment de fausses informations. C'est très connu. Intéressant cette année. C'est une méthode classique, blanchiment de fausses informations. Amélie Ismaili a beaucoup travaillé là-dessus, elle a bien expliqué comment ça fonctionnait. Et donc, si tu veux, on en revient à cette question du courage, c'est-à-dire moi, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de répéter mon CV à chaque fois. Vous allez sur mon site, vous avez des photocopies de diplômes. Ah non, mais c'est des faux, c'est des photocopies. C'est du code pénal, hein, les faux titres. Hein. Faire des faux titres en France, faire des faux diplômes, c'est du code pénal. Hein. Donc il faudra qu'on m'explique combien de fois j'ai été inculpé, mis en examen maintenant on dit, pour faux diplômes. Voilà, il faudra m'expliquer. En tout cas, ils sont toujours publiés, ils n'ont pas changé d'un iota. Mais en effet, les racistes qui m'ont attaqué là-dessus et qui ont propagé cette fausse nouvelle, et c'était du racisme crasse, dégueulasse, islamophobe, tout ce que tu veux, il y avait très peu de gens de droite, je le reconnais. Bon, tu as 2-3 gens de droite qui se sont fait intoxiquer, bien sûr,
Mais ça, c'est secondaire, si tu veux, c'est le nuage radioactif. C'est le fait qu'ils aient été intoxiqués qui a fait ça. Donc, je suis toujours triple docteur, et il n'y a aucune chance que je ne le sois plus. Et il n'y a jamais eu de chance, enfin, même dit maintenant, il n'y a aucune chance, c'est pas comme si je respirais, il n'y a aucune chance, il n'y en a jamais eu. Je suis docteur de l'école polytechnique, je suis ancien prédoctorant de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, pas Cachan, pas maintenant, de la rue d'Ulm. J'ai été enseignant à Centrale pendant plus de 7 ans, et très jeune, hein, j'ai dû y rentrer 24 ans. J'ai été enseignant dans différentes business schools. J'ai été le plus jeune visiting scholar du département de mathématiques de l'université de Stanford, avec une lettre signée par Solomon Pfefferman, qui était prix choc de logique, paix à son âme, il est mort maintenant, à 19 ans. J'avais 19 ans quand le professeur Solomon Pfefferman, prix choc de logique, c'est-à-dire prix Nobel de logique, a signé une lettre me reconnaissant comme visiting scholar de l'université. C'est ça qui les rend fous. Ces mecs sont trop médiocres pour avoir le quart de ce CV, et ils le savent. Et ils le savent très bien. Donc il fallait le détruire. Donc, pour revenir à Brigitte, moi j'ai publié mes diplômes et j'ai eu qu'à les réaffirmer. Et je disais, pour revenir à ces gluantes polytechniques, dont je veux surtout pas qu'ils disent du bien de moi, pareil, hein, parce que bon, entre Jacques Biot, conseiller technique de Laurent Fabius, qui était le baron de l'affaire du sang... Mais t'en es pas meurtri de pas faire partie de cette, je veux surtout cette caste? Non, tu veux... Là, tu... D'accord. C'est comme si je te demandais, t'en es pas meurtri? Tu veux bien leur diplôme, mais tu veux pas... Non, mais c'est pas leur diplôme. Oui. C'est mes diplômes. C'est mes diplômes. C'est mon travail. C'est pour ça que je les réaffirme. Objection reçue. Mais oui, parce que c'est des heures, des centaines d'heures de mon travail qui sont cristallisées dans ces diplômes. Donc c'est pour ça que je les réaffirme, évidemment, que j'aurais jamais mis PhD x3. On sent que ça te touche quand même. Mais oui, parce que ce qui m'a touché, si tu veux, c'est de voir à quel point des gens qu'on m'avait présentés comme valeureux étaient des rats gluants. C'est ça, en fait, qui m'a touché. C'est cette dissonance cognitive. C'est qu'on m'est vendu. Tu sais, Polytechnique, il y a marqué pour l'honneur, la patrie et la gloire. Oh, pour l'honneur, la patrie et la gloire. Ah oui. Et puis tu vois qu'en fait, ils ont le record. Des Bernard Arnault qui sont voilà, très attachés. T'as même un magazine. C'est très important pour Bernard Arnault que son fils. T'as même un magazine qui vient de te publier que Polytechnique est complètement dans les mains des oligarques. Ils ont reçu Patrick Drahi. Un ancien. Oui, d'accord, mais un ancien. Très bien. Pol Pot était un ancien de l'Effray aussi. Hein. Ouais, tu peux peut-être pas quand même. Bah voilà, non, mais ok. Si en tout cas ça suffisait. Ouais. Si la logique, c'est que. Je trouve qu'il n'était pas légitime à être invité. Un mec qui est dans le viseur du fisc, qui a plusieurs enquêtes pour corruption, etc. Oui. Dans le groupe, en effet. Voilà, je pense qu'en effet, c'était pas bon. Mais tu sais, Polytechnique, ils en sont pas à leur coup d'essai. Ils ont eu comme patron Jacques Biot, qui était donc un baron de l'affaire du sang contaminé. C'est lui qui écrit. Il l'a fait effacer sur sa page Wikipédia, ça. Hein. C'est lui qui écrit à Fabius, je vous recommande une gestion astucieuse du calendrier pour ne pas tester les poches de sang contaminées à l'époque. Ça lui sera reproché, mais il va quand même finir patron de Polytechnique. Alors, il n'y a pas de comité d'éthique pour ça, attention. Hein. Jacques Biot, le baron de l'affaire du sang contaminé, pas de comité d'éthique pour en faire le président de l'X, attention. Et puis donc, le record mondial de viol et harcèlement sexuel sur campus. Est-ce que j'ai envie que en tout cas, l'X à répondre. Mais quand ils veulent. Moi, j'organise un débat avec plaisir. Quand ils veulent. Quand vous voulez l'X, vous venez à ce siège, on discute. Je les ai invités sur ma chaîne, ils n'ont pas voulu. Parce que comme je te l'ai dit, ils sont peut-être aussi obligés de garder un devoir de... non, quand tu as parlé dans la presse, tu n'as pas de devoir de réserve. Donc non, c'est de la lâcheté. Je te le dis, c'est de la lâcheté, tout simplement. Pour l'honneur, la patrie et la gloire. Alors Brigitte, en tout cas, voilà. Mais c'est pour te montrer que mon expérience est compatible. C'est-à-dire, si tu te mets je me mets à la place de Brigitte Macron. Tu es calomnié, diffamé, etc. C'est la fonction. C'est, tu vois, Bernadette Chirac, traité de cocu. C'est des personnages publics. On va te flinguer. Bon. Enfin, Alexis Poulain, récemment, m'a dit elle avait qu'à montrer sa bip. Voilà, mais alors bon, donc je comprends tout à fait ce que tu as dit, c'est-à-dire à un moment donné, il ne faut pas donner. Dit bip avec un P à la fin. À un moment donné, il ne faut pas donner de crédit à tout ça. Le problème, c'est qu'ils ont porté plainte. Alors d'ailleurs, là, il y a un sujet parce que Florian Philippot, pour rien. Je discutais avec lui, il y a un petit sujet sur les frais d'avocat américains c'est un vrai sujet, c'est pas un petit sujet. Alors, est-ce que tu as la réponse à ça? Mais on l'a pas. Qui paye? Donc, tu rappelles qu'ils ont un cabinet d'avocats qui coûte une fortune. Alors, la réponse, c'est on ne l'a pas. Donc, on rappelle les faits. L'Élysée a déclaré que... La guerre... Enfin, l'Élysée... On ne sait pas, c'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui attaque Candace Owens pour diffamation. L'Élysée a fait une déclaration formelle en disant que ça ne serait pas payé par l'argent du contribuable. Mais, et ça a été cité par X. Oui, donc ça veut dire que c'est Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui soi-disant payent. Dans ce cas-là, c'est pas compatible avec leur patrimoine. C'est pas compatible avec le patrimoine d'Emmanuel Macron qui était déclaré en 2017 comme de 500 000 €. Ce qui est au passage. Côté Brigitte, je ne pense pas qu'en ayant été prof de français, voilà. même à Franklin. Donc, ce qui au passage est 4 fois moins que le patrimoine de Mélenchon. Même Mélenchon, je crois que c'est 3 millions.
de patrimoine Mais déclaré. même avec 3 millions, tu sais que les frais d'avocat aux States, à l'heure, Oui, je sais. là, on n'est pas c'est du ça, tout... c'est entre 500 et 1500 $ de l'heure et ils te C'est- facturent à l'heure. c'est Donc, colossal. oui. Et tu es sur un dossier qui va faire 2000 pages, donc t'inquiète pas qu'en effet, tu Et vas qui très va vite durer, monter à 200 000, après, 300 000 $. Ouais. Bon, après, tu peux gagner beaucoup plus. C'est vrai que- Alors oui, aux États-Unis, Ah, en en revanche, effet, quand si- tu gagnes en Ah, diffamation, là, tu c'est as des tout à vrais... En France, c'est que dalle, mais aux États-Unis, Donc toi, c'est tu évident. penses qu'elle a raison d'abord d'attaquer en diffamation, et est-ce que tu penses qu'il faut Oui, je pense que si j'étais à sa place, je l'aurais fait, ça c'est évident. répondre? C'est évident. Donc tu accordes du crédit à toute la séquence de Candace Owen, Je pense que Candace Pourtant, Owen il n'y a et pas la Xavier preuve Poussard... indiscutable. Non mais eux, C'est ça que je veux dire. si tu veux, Xavier Poussard a fait un travail de journaliste, il t'a donné ses faits, et en plus il te montre, et je suis allé vérifier moi-même, parce qu'en bon journaliste, je suis quand même allé vérifier mes sources. Bon, je t'enfle un peu volontairement, je sais Mais que je t'as vais me raison. faire bâcher en commentaire, T'as mais raison, je veux dire, le travail de journaliste un peu, c'est aussi Mais de t'as mettre raison. en doute ce qui tu est as dit. raison. Tu as raison, le travail de journaliste, c'est de mettre en doute toute bullshit potentielle. Puis c'est de douter jusqu'à preuve formelle. Qu'on m'apporte la preuve. Voilà, bon. Donc là, si tu veux, c'est pas à Brigitte de démontrer qu'elle est une femme, hein, c'est au mec qui l'accuse de démontrer que. Bon, il faut quand même placer les choses de base. Bon. Merci. Mais quand je te dis que Xavier Poussard m'a Et montré si c'est des pas le cas, faits, c'est dégueulasse. C'est juste ça que je mais, veux dire. mais Là, que ce soit c'est à la Brigitte ou justice pas de la même trancher. façon. C'est à la justice de trancher, en effet. Mais tu vois, C'est on ça. voit aussi là, les justices à 2, 3, 4 vitesses. Parce que des gens qui ont subi des abominations. Tu sais, il y avait eu ça avec une chanteuse qui s'appelle Sheila. Oui, mais ça avait été je sais, épouvantable. ça avait Donc été là, horrible. Pour le coup, c'est pas Brigitte que je veux Mais défendre. regarde, c'est juste... sous le Covid, Ça a été terrible regarde pour Sheila. Marc Doyer. Marc Doyer, sa femme est morte d'une maladie de Creutzfeldt-Jacob induite par le vaccin. On sait que c'est un effet secondaire reconnu aujourd'hui. Pendant des années, on t'a dit que c'était complotiste, horrible. T'as des mecs qui ont dit qu'il avait battu sa femme à mort. Marc Doyer, Morissette Doyer, sa femme, qui est l'amour de sa vie, c'est beau, le couple, tu peux le citer comme un exemple de romance, le couple Marc et Morissette Doyer, il l'aimait comme au premier jour. C'était la lumière de sa vie. Il l'a vu mourir d'une encéphalopathie spongiforme. C'est horrible, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, spongiforme. Encéphalopathie de spongiforme bovine, bovine, la maladie de Creutzfeldt-Jacob, pas bovine du coup, maladie à prion, spongiforme, ton cerveau devient une éponge. Il a vu l'amour de sa vie devenir ça. Tu as des enfoirés, des ordures, des raclures, qui ont dit non, en fait il a tué de ses mains. Il a tué de ses mains. Ils ont publié ça sur X. Non, il a tué de ses mains. Et c'est pour cacher le fait qu'il l'a tué de ses mains qu'il a inventé cette encéphalopathie de spongiforme de bovine, maladie de Creutzfeldt-Jacob. T'as vu la justice être rapide? Donc pour Brigitte, on peut dire aussi que si jamais elle apportait la preuve mais que j'aimerais qu'on donc, m'explique. faux tout ce qu'on J'aimerais dit, bien que l'on c'est dégueulasse, ça m'explique aussi. pourquoi la Je suis justice d'accord. est plus rapide pour Brigitte Macron que pour Marc Doyer. J'aimerais que l'on me l'explique. J'aimerais que l'on m'explique pourquoi la justice est plus rapide pour Thomas Joly. Pardon, je peux pas te laisser dire ça. Elle l'est. Pour Brigitte, excuse-moi, ça fait quand même très longtemps Non. qu'on en parle et ça va encore durer Non, longtemps. mais il n'y a pas à en parler. L'honnêteté oblige à dire que ça fait l'honnêteté longtemps. Pardon, m'oblige Idriss. aussi à te dire que la justice ne considère pas à partir du moment où tu en parles, mais à partir du moment où tu déposes une plainte. Je suis d'accord avec toi. Et donc, D'accord. entre Tu veux le dire que moment... Ah oui, pardon. Alors, correct, d'accord. oui. Tu veux dire que depuis qu'elle a donc porté plainte, là, la justice prend le Xavier Poussard a reçu une commission rogatoire Voilà, internationale. c'est depuis qu'il y a eu Ça a été la très plainte rapide. déposée. Ça a été très rapide. Mais on en parle depuis longtemps. Moi, Ça, veux dire, ça dépose depuis des longtemps. plaintes. Mais ça traîne, il dépose une plainte, il ne la dépose pas. Le parquet, soit Ah il non, juge de parce que tu veux l'opportunité dire, des comme poursuites. jusqu'à maintenant, elle n'avait pas déposé plainte, eh ben, Tu as des gens qui déposent des plaintes qui attendent 10 ans pour avoir une ouverture d'enquête. Par exemple, moi, dans le scandale de Polytechnique, il m'a fallu 3 ans pour qu'un juge d'instruction soit nommé. Donc là, c'est une plainte que j'ai déposée, c'est du pénal. C'est du pénal, c'est la cour d'assises, c'est faux en écriture publique. Faux en écriture publique, c'est la cour d'assises. Là, on rigole plus. Là, c'est la cour qui juge les terroristes, ok ? Eh bien, j'ai déposé une plainte pour faux en écriture publique visant l'école polytechnique notamment. Il m'a fallu 3 ans avant qu'un juge d'instruction soit nommé. J'ai été patient. Et encore, j'ai eu de la chance. 3 ans, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Tu as des gens qui attendent 10 ans. Pourquoi moi ça a été aussi rapide? Parce qu'ils ont vu que c'était une plainte sérieuse. Donc, bon, et je me suis constitué partie civile. J'ai versé les cautions, tu sais, les provisions quand tu te constitues partie civile. Mais il m'a fallu 3 ans. Thomas Joly, j'ai été vraiment... Il y a des gens qui ont dit que mon spectacle d'ouverture des JO était moche. Bon, il était moche. On va pas se le cacher, il était moche. Eh ben, immédiatement, tu as le parquet qui se saisit, c'est 6 mois, ça. Donc tu as une justice à 40 vitesses en France. Ça, c'est scandaleux. Dans une république, tu ne peux pas avoir ça. Bah, tu l'as. Tu as des plaintes immédiates, ça va très vite, et tu en as d'autres. Et je te dis encore, je ne suis même pas un cas, je ne suis même pas en position de me plaindre réellement, puisque 3 ans
Pour une plainte aussi Non, grave, ce que c'est tu pas dis, si parce grave. que dans l'affaire, alors bon, on clôt Ouais, l'affaire, je t'en enfin, prie, par rapport à Brigitte, mais sur Cohen-Legrand, là, il a, je crois, Oui, il y t'annonces a une déjà, plainte. Moi, mais- ouais, non, mais enfin, il y a déjà des actes d'huissier, alors Non, mais des voilà. deux côtés d'ailleurs, parce qu'il faut saluer le travail mais alors, les magnifique actes d'ailleurs qu'a fait d'huissier, l'Incorrect. il faut expliquer à notre audience, Mais- les actes d'huissier sont à la charge du Quelqu'un qui plaignant. va demander des rushs. Oui, voilà, alors, mais ça, c'est à la charge du ouais, ça, plaignant. c'est vrai que c'est son Donc initiative. ça, c'est pas le parquet. D'accord. Moi, j'attends de voir Je suis qu'il y a un magistrat. J'attends de voir s'il va se constituer partie civile. Parce que pour se constituer partie civile, il faut aussi là qu'il assume si sa dénonciation est calomnieuse. Donc si jamais en face, ils disent que ta dénonciation est calomnieuse, Patrick Cohen, la dénonciation calomnieuse, c'est du code pénal. C'est puni de 5 ans de prison si ma mémoire est bonne. Donc il y a ça quand même à regarder. Et je veux voir s'il va constituer partie civile. T'en Parce que penses là- quoi de cette affaire? Donc pour terminer, Ouais. attends, on récapitule bien parce que les gens vont dire qu'on sait. Donc Brigitte Macron a eu raison de bon, porter plainte. La question se pose réellement de savoir si ça va être payé par le contribuable ou pas. Je suis pour d'accord. les frais d'avocat. Candace Owen a raison de continuer parce qu'elle croit à son enquête et elle pense que les preuves qu'elle a publiées sont de nature à respecter le premier principe de la charte, le premier devoir de la charte de Munich. Donc, Et Brigitte qui annonce qu'elle va apporter des preuves. elle a raison. Elle a raison. D'accord. Elle a raison. Ça aurait sans doute dû être fait plus tôt. Elle a raison. Tu as tout à fait raison, toi, de poser la question est-ce que c'est pas glorifier de la connerie? Je suis d'accord. Mais à partir du moment où tu déposes Tu sais, plainte. l'effet Streisand, tu vois, Oui, ça oui. aussi, je pense qu'on va en mais à parler partir du encore moment où plus. tu hein. déposes plainte. Il y a plein de gens qui vont peut-être dire que les preuves qu'elle apporte peuvent être. Bah Enfin, là, on tu mets connaît le hein, doigt- les certificats médicaux Oui, de oui, Mitterrand. tu mets le tout doigt ça, dans un hein. engrenage. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais dans le cas de Mitterrand, c'est un mauvais exemple, puisque là, dans le cas de Mitterrand, Les preuves apportées, enfin les tout certificats. était vrai. tout est- Enfin, on sait que, sauf Ah, les tout preuves apportées était étaient pipé. fausses. Voilà. Bah, Je veux dire, toute l'affaire était vraie. Toute Oui, l'affaire mais voilà, journalistique était c'est vraie. ça, c'est- Toutes donc les c'est- preuves apportées par Mitterrand étaient fausses, c'est tout à fait exact. Donc, et puis Mitterrand, tu le vois dans les yeux face à Chirac qui dit « Dans les yeux, je le conteste ». Bon. Si tu veux, tu sais que Tonton, il n'est pas à un mensonge près, tu vois. Donc faire confiance à des papiers signés Tonton, voilà, c'est pas sérieux. Je veux dire, tu es un journaliste francophone autre que français, belge par exemple, ou suisse, à l'époque où il y avait encore de bons journalistes en Suisse, il y en a encore quelques-uns. C'est pas un papier publié par Tonton, et je pense, et Candace, là on est sur une plainte aux États-Unis, pas en France. Donc elle peut contester tout ce que Brigitte va produire. Donc, On va si- suivre ça en voilà. tout Mais cas. en et tout je pense cas, que tu vas suivre ça oui, avec- Brigitte a raison. Clairement, Brigitte Macron a raison de porter plainte et de dire qu'elle va publier des preuves. Elle aurait dû le faire depuis le début. Et on si espère elle que avait été les son frais conseiller. d'avocat seront payés par les Macron. Eh ben Ça, là, ça, par t'inquiète contre, pas. c'est un vrai sujet et à mon avis, on n'aura pas la vérité par les journalistes français. Parce que les mêmes journalistes français qui ont refusé d'enquêter sur le cancer de la prostate de Mitterrand, qui ont refusé d'enquêter sur Saint-Francisque, alors que tout le monde le savait, il n'y avait même pas à enquêter si tu veux, qui ont refusé d'enquêter sur le Rainbow Warrior et sur l'amiral Lacoste qui disait « j'ai bien reçu l'ordre de Tonton », qui ont refusé d'enquêter sur les écoutes de l'Élysée, où c'est le pauvre Christian Proutot qui a pris la balle pour Tonton, alors qu'on sait très bien que c'était Tonton derrière, qui ont refusé d'enquêter sur la mort de Grossouvre, 2 balles dans la tête dans l'Élysée, suicidé dans l'enceinte du palais, qui ont refusé d'enquêter sur la Mazarine Pinjot et qui ont refusé d'enquêter sur l'autre famille cachée de Mitterrand, parce que je ne sais même pas si tu le savais, mais on lui a trouvé un fils qui avait mon âge à Tonton. Et oui, il n'y avait pas que Mazarine Pinjot. Donc il a aussi mis enceinte une journaliste qui était à l'Internationale socialiste et qui était suédoise, et qui l'a interviewée, et il lui a fait un bébé qui a mon âge maintenant. Et bien les journalistes français qui ont refusé d'enquêter sur toutes les affaires que je viens de te citer, tu imagines bien qu'ils ne vont pas enquêter non plus sur si Macron, oui ou non, a payé de sa poche ses frais de justice. Donc ce sera des journalistes étrangers, parce qu'on n'a plus de journalistes en France. Alors, sur l'affaire Cohen-Legrand, Ouais. voilà, au final, donc, ce que ça dit. Pour moi, aucune chance de prospérer sa plainte, on va être très clair. D'accord. La plainte de Non, Cohen, au-delà, moi, c'est- parce c'est- que là, c'est tu parlais du vent. tout à l'heure du comité d'éthique de France Ah Télévisions. voilà, qui te dit qu'il n'y a rien, dédouané. qui te dit qu'il n'y a rien, alors que eux le font tout le temps. Cache investigation. Voilà, ils le font tout le temps. Ils disent ah bah non, mais c'est horrible, c'est une atteinte à sa vie privée. Élise Lucet. Et cache investigation le fait tout le temps. Cohen a été pris, donc j'en ai parlé. Oui, parce que, alors, non, mais c'est bien de le redire, en effet, il avait dit exactement le C'est contraire. un estoppel, En parlant c'est un estoppel qualifié. Donc tu Qu'est-ce dis, que c'est un estoppel? C'est donc quand- l'estoppel, de Laurent c'est un- Wauquiez, c'est c'est un ça principe juridique dans lequel dit que quand on tu peut as- t'opposer tes positions antérieures sur un. Par exemple, si tu dis cette personne aurait dû être condamnée pour cet acte et qu'ensuite tu passes devant un tribunal pour le même acte, bah il va t'être tout un reproché l'estoppel. Attendez, on a des enregistrements de vous qui plaidaient formellement. En plus, Cohen, il aime bien croire qu'il plaide, il aime bien croire qu'il a de l'éloquence. Ouais. Il aime bien croire que les gens l'écoutent, non pas parce qu'il est sur cet avou, mais parce qu'il a un certain talent d'éloquence qui est inexistant, soyons clairs. Et il te dit, je porte haut les valeurs du journalisme. Ah bon? Ah bon? Et donc quand des journalistes du coup, du verbe journalister, décident de respecter le premier devoir de la charte de Munich et de donner la vérité au public, quelles que soient les conséquences pour eux-mêmes. Quelles qu'en soient les conséquences pour eux-mêmes. Parenthèse, il y a un journaliste d'investigation majeur en France qui s'appelle Alex Jordanov, qui va passer devant C'est les vrai. tribunaux à cause du fait qu'il a respecté son premier devoir de Bon la charte de journaliste. Munich.
Il a sorti un livre sur la DGSI, on l'accuse d'avoir mis en danger l'identité de certains agents. Le mec a fait son travail de presse. Il a fait son travail de presse, point barre. Il a fait son job. Aujourd'hui, il bosse avec Carl Zero. Ouais, il bosse avec Carl Zero, et pas que, c'est une légende ce mec. Premier devoir de la charte de Munich, respecter la vérité, diffuser la vérité, quelles qu'en soient les conséquences pour soi-même. Ce qu'a fait Snowden, ce qu'a fait Julian Assange. Donc, ces gens de l'incorrect, qu'on aime ou pas le magazine, ils ont respecté le premier devoir de la charte de Munich. Premier parrain d'ailleurs des incorrects. Absolument. Donc, ils ont mais c'est vrai, alors maintenant, le seul truc, je me fais l'avocat du diable, c'est vrai que maintenant, il faut faire gaffe. C'est-à-dire que dans n'importe quel endroit, restaurant, finalement, si on parle ensemble et que je te dis un truc qui peut être susceptible de faire du buzz, oui, mais attention, voilà, on parle d'un truc qui est quand même potentiellement illégal. Tu sais, c'est pas on est entre la poire et le fromage et tu me dis que je te finalement... montre la lune et regarde le doigt. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de dire... Ils étaient en train de confesser un complot contre la démocratie française. Tranquillement. Ah, contre la démocratie française. Non, j'extrapole pas. Ouais. La démocratie française, c'est de pouvoir voter en son âme et conscience avec une information juste et non biaisée. Les mecs, ils arrivent et disent, nous, en tant que journalistes, avec les moyens du contribuable, on va faire en sorte que Dati ne soit pas élu à la mairie de Paris. Pardon ? Tu vas utiliser les moyens de ta chaîne pour fausser des élections ? C'est fausser des élections ? Et un mépris, d'ailleurs, les gens qui nous écoutent sont... ils nous écoutent, ils sont cons, mais ils votent comme on leur dit. Voilà, absolument. Alors, ça, c'est pas illégal. Le mépris pour le con, c'est pas illégal. Bon, sinon, ça fait longtemps que je serai en correctionnel pour ce que je pense de Polytechnique, t'imagines bien. Mais bon, ça, si tu veux, arriver en disant « Ah non, on va faire barrage à Dati ». Et après, t'apprends que Cohen a un compte à régler personnel avec Dati, puisque quand il accuse Dati de je ne sais pas quoi, à l'antenne qu'il essaie de la mettre en difficulté, Dati lui répond « Et vous, monsieur Cohen, le harcèlement, c'est mal ? C'est pas bien d'harceler. Or, vous avez été signalé pour harcèlement à plusieurs reprises, c'est un fait. » Et là, Cohen se drapant « C'est mal ce que vous faites, c'est mal. » Il y a un type qui avait été exceptionnel, c'était là, je lui rends hommage aussi, c'était Nicolas Dupont-Aignan, qui avait une il l'avait déglingué. C'est face à lui que Cohen avait dit je porte haut les valeurs du journalisme. Je me lève et je prends mon petit... Voilà. C'est ça, non mais c'est de la blague. Et on l'a vu, les valeurs du journaliste qu'il porte haut, c'est de dire je vais utiliser mon antenne publique pour dire de voter pas Rachida Dati. C'est ça les valeurs. C'est ça les valeurs de Cohen qui porte haut les valeurs du journalisme. Je vais utiliser des moyens du contribuable français, une chaîne qui a un devoir de réserve absolu. Et après, le cadre, alors c'est là où il peut y avoir éventuellement un petit débat, c'est que c'était dans il a le droit de dire, moi, je ne voterai pas Dati. Il a le droit de dire, moi, j'aimerais que Dati perde. Et rien que ça. Borderline. Non, mais il a le droit. Mais dire... Mais enfin, tous les journalistes, on sait, sont tous complètement je sais qu'on le sait, mais attention, c'est pas parce que tout le monde a la lèpre qu'il ne faut pas soigner la lèpre à un moment donné. Non, mais c'est scandaleux, mais c'est pas pour autant illégal. C'est ça qui est terrible. Si, c'est potentiellement illégal. Tu as tout un tas d'avocats qui considèrent qu'ils peuvent se constituer partie civile là-dessus. Tous les journalistes de Libé seraient... Oui, mais tu peux être journaliste et... En tout cas, il y a des avocats qui considèrent, tu sais, autre avocat, autre opinion. Mais je pense que des avocats comme par exemple Maître Prigent, qui a déjà qui s'est constitué partie civile, si ma mémoire est bonne, dans l'affaire Hello Kitty, ou qui est la personne qui a déposé plainte dans l'affaire Hello Kitty pour détournement de fonds publics, parce que tu ne peux pas utiliser le logo du CNRS et faire du dénigrement d'une marque privée comme X et encourager en plus à aller sur Blue Sky et Mastodon, qui sont des viviers de pédos, si tu veux, il y a un problème. Donc tu ne peux pas faire ça, et Maître Prigent, il a considéré que ça, c'était un détournement de fonds publics. Donc des gens pourraient considérer que là, on a un détournement de fonds publics caractérisé, parce que les fonds, c'est pas seulement le cash, c'est des moyens. C'est le moyen de recueillir, moi, sur lequel il y a peut-être un sujet. Est-ce que le moyen de recueillir cette information dans un cadre, dans un restaurant, je crois, une brasserie? Il est journalistiquement légitime, c'est un lieu public. Donc de base, il est légitime. Ensuite, il y a tout un tas de jurisprudences qui vont le confirmer. Ensuite, tu as des opinions de la profession qui le disent. Tu as Élise Lucet, qui savait plus se mettre, elle était là, non, mais quand même. Non, mais comme il ne peut pas se défendre sur le fond, il se défend sur la forme. Par exemple, il a dit que l'enregistrement. Donc ça, c'est faux. C'est faux. Là, il ment. Voilà. Donc soit il est incompétent, soit il ment. Moi, je suis journaliste, je vais remettre les pendules à l'heure. Je vais remettre les points sur les i. Dire que c'est une atteinte à la vie privée, il ment, exactement comme les journalistes de l'Express ont menti quand ils ont dit que le fait que je publiais leur interview était une atteinte à la vie privée. C'est un mensonge. Donc attention. Il n'a aucun contradicteur, c'est à vous. Le mensonge, ça suppose quand même qu'il ait la compétence de le savoir, donc je laisse la possibilité qu'il soit juste incompétent. C'est vrai que c'est quand même une possibilité tout à fait crédible en ce qui concerne ce personnage. Mais ensuite, là, il y a la vraie question de quand il a dit « non, c'était du montage ». Ah oui, alors premièrement,
Vous passez votre vie à le faire. Et manque de peau, c'est pas tout Et à fait manque le de cas. peau, bah, ils ont dit pas de problème, on va tout Juliette publier. Brien, c'est Arthur de Vatrigan. Pas de problème, on va sorti tout un communiqué. publier. Et là, on va voir, parce que moi, je l'ai vu, le rush entier. Voilà, moi aussi. Et là, tu vois qu'en fait, c'est pire. C'est pire. Tu vois qu'en fait, c'est pire, qu'ils ont juste fait un Reader's Digest, en réalité, de ce montage. Avec ce montage, ils ont Manque fait un de peau, Reader's c'est Digest pire. du Bravo rush. l'incorrect. Ouais. Donc là, sa défense, c'est une atteinte à la vie privée, ne tient pas. Sa défense, c'est un montage, ne tient pas. Sa défense, ce n'est pas journalistiquement correct de faire ça, ne tient pas. Et estopelle, parce qu'il avait dit le contraire quand ça ciblait ses ennemis. Et t'ajoutes à ça qu'il a des circonstances aggravantes, puisqu'il déteste Rachida Dati personnellement. Et on le voit bien, que Rachida Dati qui lui dit « Mais enfin, monsieur Cohen, l'harcèlement, c'est mal. » Oui. Bon, bah, du coup, il ne l'aime pas. C'est un conflit d'intérêt majeur. Donc là, tu as une circonstance aggravante, puisque tu as une mens rea, l'esprit coupable. C'est-à-dire tu as envie de te faire Dati, on le voit, tu as envie de faire en sorte qu'elle échoue au municipal à Paris. Ah, mais là, tu as vu, tu as toute la diaspora du journalisme bobo parisien c'est vraiment, qui s'est une tous caste, ligués t'as une caste. pour revenir au secours du soldat Cohen. Ça prouve qu'en effet, le truc est corrompu fondamentalement. Ce qui nécessite le journalisme citoyen, on en revient là. Il faut des journalistes citoyens. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as de vrais journalistes que de journalistes citoyens. D'ailleurs, tu es devenu... Oui, absolument, je suis un journaliste citoyen. Je suis un journaliste citoyen, que tu es absolument. Absolument. Je le revendique et j'en suis fier. Un mot sur Gaza aussi, parce que là aussi, on ne t'attendait pas forcément là-dessus. Si, en plus, avec le communautarisme, tu ne peux pas être musulman et pas parler de Gaza, c'est pas possible. Tu as des gens, on ne leur reprochera pas, si tu veux. Donc au total, j'ai dû faire 14 vidéos sur Gaza, sur ma chaîne. 14. Donc au jour le jour, je t'ai fait une analyse complète d'1 heure sur la plaidoirie de Kembeko Ngeku Kaitobi. J'aimerais bien d'ailleurs tous les gens qui te parlent de Gaza, tu vois, parce qu'ils connaissent Tembeko Ngeku Kaitobi, qui est l'avocat d'Afrique du Sud. Non. Donc voilà, c'est lui qui a plaidé le dossier pour génocide au tribunal, pas à la Cour pénale internationale, au tribunal judiciaire, qui sont tous les deux à La Haye, à la Cour pénale internationale et à la Cour internationale de justice, voilà, l'ICJ. La Cour internationale de justice peut inculper des États. On ne peut pas les inculper dans le sens où elle ne peut pas menotter un État. Et le tribunal pénal international ne peut inculper que des individus, que des personnes physiques. Et Tembeka Ngeku Kaitobi est l'avocat qui a été envoyé par l'Afrique du Sud pour plaider le génocide à la Cour internationale de justice. Moi, il y a plus d'1 an, je faisais un documentaire complet sur sa plaidoirie. Voilà. Donc j'ai fait au total, je dis 14, j'ai dû en faire plus, honnêtement. Tu tapes Gaza sur ma chaîne, puis tu verras toutes les vidéos qui ont été faites. Donc oui, tu es obligé d'en parler, c'est pas possible. Tu seras considéré comme un traître si tu n'en parles pas de toute façon. Donc tu es obligé d'en parler. Et évidemment, j'en ai parlé abondamment. J'ai reçu même donc un journaliste israélien qui parle de génocide. J'ai reçu c'est ce qui s'appelle Meron Rapoport, c'est dangereux pour lui. Hein. Imagine, il parle de génocide, il est en Israël le mec. Hein. C'est très dangereux pour lui. Mais il se trouve que tu as d'autres gars qui ont parlé de génocide en Israël, comme Plus 972 Mag, qui est un journaliste réserviste de l'armée israélienne. C'est des réservistes de Tsahal, c'est des mecs qui ont plus fait la guerre, qui ont plus tenu un fusil que d'autres gars qui parlent sur les plateaux. J'ai reçu Sylvain Ferreira, qui est un grand spécialiste de l'histoire de la Shoah accessoirement, c'est un historien, et qui m'a sorti point par point tous les rescapés de la Shoah qui accusaient Netanyahou de génocide aujourd'hui. Donc voilà, là tu peux pas dire non, mais vous êtes dans un camp, donc non, tu as des juifs qui ont eu le numéro de Buchenwald. Et toi, ton intime conviction, c'est qu'un génocide qui est commis. Non mais, toi. Je vais te donner juste un chiffre. Tu as l'équivalent de 7 bombes d'Hiroshima qui ont été balancées sur Gaza en termes de puissance explosive. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, 7. En termes de kilotonnes d'explosifs, on a balancé 7 bombes d'Hiroshima sur la bande de Gaza. Je sais pas, t'appelles ça comment ? Donc oui, il n'y avait pas de champignons atomiques. Tu as eu des déclarations. Tu as eu le ministre du patrimoine israélien, qui est complètement jeté d'ailleurs, qui a dit qu'il faut leur envoyer un missile Jéricho sur la tronche, c'est-à-dire l'arme atomique. Il a été mis à pied, mais ensuite réintégré. Il a été mis à pied, pas parce qu'il a dit une énorme connerie, mais parce qu'il a enfreint une loi en Israël qui est que tu ne dois pas reconnaître qu'Israël a l'arme atomique. C'est illégal. Tu fais de la prison normalement. Tu dois pas. Ce que je peux comprendre, puisque la stratégie israélienne, c'est l'ambiguïté de l'arme atomique. Et vu que c'est le plus petit pays nucléaire au monde, cette ambiguïté est nécessaire pour eux.
Alors que là, il n'y a pas tellement de Oui, mystère. ils ont besoin. C'est pas une question de mystère, c'est une question d'aller plaider aux Nations Unies et tout, de dire Estopel. Mais ils l'ont pas d'après toi. Mais c'est pas d'après moi, c'est d'après Mordechai Vanunu, qui l'a publié dans le Sunday Times dans les années 80, je crois 86 si ma mémoire est bonne, et qui a publié les photos de la centrale de Dimona, et qui a été kidnappé par les services secrets israéliens et ramené et jugé en Israël. Et ils l'ont pas tué. Ils l'ont pas tué. N'importe quel autre pays l'aurait buté. Là, ils se sont dit, il est juif, on va pas le tuer. Donc il y a quand même eu un certain respect. Et ils l'ont mis en prison, ils l'ont kidnappé à Rome. C'est complètement illégal accessoirement, mais bon, tu te dis, on va pas trop donner de leçons. Nous aussi, en France, on fait des trucs illégaux, donc je ne vais pas commencer à rentrer dans ce qui est légal ou pas. Mais en tout cas, pour les enlèvements, pour les autres Donc trucs. tu es d'accord avec la reconnaissance de la Palestine par Macron? Mais par Macron, je ne sais pas si ça va donner quoi que ce soit, parce que tu vois... Ça a eu lieu, oui, parce mais qu'au moment où il diffusait... Non, mais est-ce que ça aura les conséquences? C'est toujours une question d'état final recherché. Et l'état final recherché va-t-il être atteint? Je ne pense pas. Mais en effet, tu as des gens comme Meron Rapoport, je le salue, c'est un journaliste, le mec, il a 50 ans de métier. Là, tu vois ce que c'est que le vrai journaliste là-bas et tout, qui a couvert la guerre d'octobre, la guerre du Kippour, donc qui a couvert la première guerre du Liban, qui a couvert les massacres de Sabra et Shatila. Tu vois ce que c'est qu'un gars qui a de la vraie boutance journalistique et qui bosse avec des Palestiniens aujourd'hui qui t'anime donc ces deux médias citoyens, parce que c'est journalistes citoyens, plus 972 Mag et Mekomit, qui veut dire appel local en hébreu. Et lui était au début, comme moi, j'étais un peu idéaliste, la solution à un État, tout ça. Bon, la solution à un État, aujourd'hui, elle est décrédibilisée justement par les ONG qui te créent la haine raciale, comme Irina Zaroutska. Tu vois. On a l'impression que ces gens qui te font « tous les Blancs sont racistes », etc., ils veulent justement te montrer que la solution à un État ailleurs qu'en Israël ne peut pas marcher. En Afrique du Sud, par exemple, ça y est. Ça y est. C'est pour ça que quand tu parles à Bernard Lugan, que je salue, Bernard Lugan, il n'aimait pas du tout Mandela d'entrée de jeu, alors que moi, personnellement, je l'aime beaucoup, évidemment, parce qu'un mec qui a fait 27 ans de tôle et qui sort en disant « prenez vos machettes et jetez-les à la mer », il a quand même dit ça. Il a quand même dit ça. C'est très dur de faire ça. Pardonner, c'est quasiment impossible. Tu vois. Tu as tout un tas de pays, même le Vietnam, à part le Vietnam, de facto maintenant, il fait du bise avec les États-Unis, mais ils n'ont pas dit « on vous pardonne pour le napalm », si tu veux. L'Algérie, elle n'a pas dit « on vous pardonne », tu vois. Ce qui aurait été beaucoup plus efficace sur le plan du futur, de l'avenir algérien, parce que la haine, c'est une relation. C'est une relation. La vengeance et la haine, c'est une relation. Tu es dans un état de relation, tu es marié. En fait, tu es marié avec la personne que tu détestes. Tu es marié avec la nation que tu détestes. Aujourd'hui, l'Algérie est mariée avec la France. C'est comme ça. Ce n'est pas un mariage productif, mais en fait, l'Algérie est mariée avec la France. Tu penses, et on n'a plus que 5 minutes, tu penses que justement l'Algérie et la France vont se réconcilier? Sous Chirac, c'était possible. Pour une réconciliation, il te faut des leaders d'exception. Des mecs qui ont un charisme, qui sont respectés, qui sont des autorités, tu vois. Sous Macron, ou sous Édouard Philippe, ou sous Glucksmann, ou sous Bardella, ça marche, c'est pas possible. C'est pas possible. Il te faut un De Gaulle pour se réconcilier, tu vois. Il te faut à la limite un De Villepin, tu vois. Il faudrait déjà se réconcilier avec les Français. Oui, exactement. Alors là, on va taper là où ça fait mal. Ça va boucler la boucle. Tu as éborgné les gilets jaunes, tu les as estropiés. Déjà, réconcilie-toi avec les Français, absolument. T'envoies l'armée, enfin... Exactement, t'envoies l'armée. Déjà, commence par te réconcilier avec les Français. Donc, pour une relation saine entre la France et l'Algérie, la première étape, c'est que l'Algérie construise sa relation avec l'Italie. Alors, le seul problème, c'est la langue. Parce qu'évidemment, la plupart des Algériens parlent français couramment. Donc, le problème, c'est la langue. Les Algériens ne parlent pas italien. Mais la géographie, c'est la destinée. La Sicile est beaucoup plus proche de l'Algérie que Marseille. Pour les échanges gaziers, pour tout. D'ailleurs, l'Italie, elle ne nous a pas attendus. Ça fait longtemps qu'elle a signé des contrats gaziers avec l'Algérie. La première étape, c'est le temps que les choses se calment. L'Algérie construit son futur avec l'Italie, qui en a besoin, qui a besoin du gaz, qui a besoin des ressources. Il y a de très bons ingénieurs en Italie. Un partenariat des transferts de technologie, notamment pour le dessalement de l'eau de mer, où l'Italie est très compétente et l'Algérie investit de plus en plus. Tant mieux, il faut le faire. Bon, la première étape, mais après, tu auras toujours le fait que tu as les expatriés, tu as l'immigration algérienne en France, et ça va continuer à créer de toute façon des situations extrêmement tendues. Bon, le problème, c'est que Macron, il est respecté nulle part. Comme tu le disais, même dans son propre pays, 18% d'opinion favorable, 18%. Qu'est-ce que tu veux te lancer des grands chantiers du genre la réconciliation franco-algérienne? Il ne démissionnera pas. Non, il ne démissionnera pas, ça c'est sûr que non. Attends, est-ce que tu crois qu'un mec qui a dit qu'il vienne me chercher va démissionner?
Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc il démissionnera pas, c'est certain. Je suis tout à fait d'accord. Tous ces souverainistes qui n'arrêtent pas de dire il faut le destituer, tout ça. Non, mais ils ont raison. Oui, juste dans l'intention, mais dans les faits, ce n'est pas. Il ne démissionnera pas et le destituer, ça sera très voilà, compliqué. mais je suis d'accord qu'eux-mêmes auraient dû, en effet, se donner les moyens. Qu'ils arrivent à s'unir. Se donner les moyens, voilà, qu'ils arrivent. Je suis d'accord avec ça. Mais auraient dû se donner les moyens de réseauter, de faire du lobbying pour la destitution. Parce qu'il fallait aller voir les bonnes personnes à l'Assemblée, au Sénat, au Conseil constitutionnel. Il faudrait déjà peut-être qu'ils arrivent à s'unir, hein, parce que tu es très proche des trois. Oui, je vois qu'ils sont incapables de... Je sais, ça me tue, mais je sais, mais c'est pas seulement des... Il y a des problèmes d'ego, c'est clair, mais c'est aussi des problèmes d'appareil. Asselineau, il te dit, bah oui, mais moi j'ai obtenu les 500 signatures. Il a raison. Son parti, il l'a structuré comme un parti qui ne peut pas exister autrement que pour les présidentielles. François Asselineau ne veut pas viser une mairie. Moi, si j'étais son conseiller, la première chose que je lui dirais, c'est en 18 ans, viser une mairie. Une assise. Oui, pour avoir une tribune, pour avoir, regarde, même Sarkozy fils, il veut viser la mairie de Menton. Tu vois. Mais même lui. Glucksmann, il vise la mairie de Paris. D'ailleurs, si Hidalgo saute, à cause du scandale assez récent de ses notes de frais, bon, il pourrait mieux viser la mairie de Paris. Donc, il faut une assise. 1000 fois, j'ai dit à François Asselineau, on a beaucoup échangé, qu'une mairie de banlieue parisienne, où en fait, en effet, il y a beaucoup de Maghrébins qui l'écoutent et qui seraient prêts à voter pour lui, ça lui aurait donné une assise. Bon, mais son parti, l'UPR, est structuré pour n'être un parti qui ne compte que au présidentiel. Il ne peut compter pour rien d'autre, ni les européennes, ni les législatives, ni les municipales, parce qu'il a été structuré comme ça. À partir de ce moment-là, s'il y a une présidentielle où il n'est pas présent, où il n'essaye pas, où il ne montre pas qu'il a tout fait pour être présent, celle de 2022, c'est ça ? Oui, 2022, il n'a pas pu la faire parce qu'il y a eu cette campagne de dénigrement où il a été acquitté d'ailleurs. Enfin, il n'y avait même pas acquitté, il y a eu non-lieu, c'est même pas acquitté. Il y a eu non-lieu parce que c'était n'importe quoi. Mais en effet, ça a fait qu'il n'a pas eu ses parrainages. Donc, les partis des souverainistes, les Patriotes, l'UPR... Florent Philippot qui a appelé une primaire. Et là, oui, il a appelé une primaire. C'est plutôt à saluer, ça. Mais absolument, mais je n'ai pas dit le contraire. Mais le problème, c'est qu'on voit bien que l'UPR ne peut pas aller à une primaire. Pourquoi ? Parce que s'ils la perdent... mais c'est le jeu, ça. Non, mais c'est le jeu. Non. Une primaire, c'est le jeu pour une élection. Si l'UPR perd cette primaire, ils perdent tout. Tout le parti, 18 ans de travail. Moi, je suis mathématicien aussi. Hein. Tu sais, j'ai publié des articles de mathématiques à communauté de lecture. Tu veux dire que tu en théorie des jeux, c'est pas un outcome, si tu veux. En théorie des jeux, il n'y a pas pour l'instant, on n'a pas créé une situation où il y a une décision rationnelle à prendre. Mais là, on parle de primaire pas pour remplacer l'un parti ou l'autre, c'est juste pour que le candidat tu regardes ce qu'on appelle tu regardes la matrice des choix, ou la matrice des outcomes, ce qui va se passer si tu prends cette décision. Ouais, rationnellement, qui la perdent, évidemment. Rationnellement, c'est pas un choix rationnel. Donc on parle des égos, mais il n'y a aucun intérêt rationnel pour François Asselineau. Mais est-ce que la France n'est pas au-dessus de ça ? Alors bon, ok, là tu parles de l'esprit de sacrifice, absolument. Mais en théorie des jeux, on est dans une sorte de dilemme du prisonnier, enfin c'est même pas une sorte. Les primaires souverainistes sont un dilemme du prisonnier. Donc je rappelle ce que c'est que le dilemme du prisonnier. Tu as 2 prisonniers qui sont interrogés séparément par la police, et ils ont 2 choix, parler ou se taire. Si jamais, et là tu as une matrice qui te montre ce qui se passe selon ce que l'autre a fait et ce que toi tu as fait. Donc tu as prisonnier A, prisonnier B, et selon ce que l'autre a fait, les 2 choix seulement, c'est parler ou se taire. Donc, si jamais toi tu as parlé et que l'autre s'est tu es libéré et lui il prend 20 ans de prison. Parce que il n'a pas coopéré, toi tu as parlé, tu as quelque chose contre lui. Donc si jamais toi tu as parlé et que l'autre s'est tu, 20 ans de prison pour lui, 0 pour toi. Si jamais toi tu as parlé et que l'autre a parlé, c'est 5 ans chacun. Et puis le jeu est symétrique, donc si toi tu t'es tu et que l'autre a parlé, tu prends 20 ans et l'autre prend 0. Donc ça s'appelle le dilemme du prisonnier. Par contre, si vous vous taisez tous les deux, c'est 0 chacun, la police n'a pas de. Donc je répète, les 2 choix de chaque prisonnier, c'est parler ou se taire, et ensuite tu as les 4 choix, 2 x 2. S'il y en a un qui a parlé et que l'autre n'a pas parlé, s'il y en a un qui a parlé et que l'autre a parlé, voilà. Bon. Et dans le dilemme du prisonnier, ce que tu apprends, c'est que ce qu'on appelle l'équilibre de Nash, c'est de tous les deux se balancer. Ça fait 5 ans chacun de prison. Mais l'équilibre de Nash, c'est que c'est l'intersection des choix rationnels, l'équilibre de Nash. Nash a eu le prix Nobel d'économie pour ça. L'interception des choix rationnels, c'est rationnellement pour l'individu seul, si jamais il ne sait que ce que lui va faire, parler ou ne pas parler, s'il ne parle pas, il a le choix entre 0 et 20 ans. Parce que si en face le mec a parlé, il prend 20 ans de prison. Donc s'il ne parle pas, il prend entre 0 et 20 ans. S'il parle, il prend entre 0 et 5 ans. Donc son choix individuel est de ne pas coopérer et de parler et de trahir. Mais le problème, c'est comme c'est le choix individuel le plus rationnel, l'autre va faire pareil. Et donc l'équilibre de Nash, dans le dilemme du prisonnier, c'est quand les deux se trahissent. Alors c'est pareil pour la dissuasion nucléaire au passage. Non, on n'est pas prêt de sortir de l'Europe. Voilà, ce que je veux dire, c'est que la seule façon d'avoir une primaire souverainiste ou whatever,
c'est qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui crée une situation où l'équilibre de Nash est la coopération. Ça, c'est des maths, c'est de l'économie, c'est de la théorie des jeux. Et pour l'instant, quand Florian Philippot dit, même si c'est louable sur le papier, on va faire une première souverainiste, l'équilibre de Nash, c'est que Askino dise non, c'est que Dupont-Aignan dise non, c'est que Kuzmanovic dise non, c'est que Branco dise non. C'est leur équilibre de Nash. Ils ont le choix entre dire non et oui. Et là, en fait, ça crée juste un dilemme du prisonnier à 4 joueurs. En plus, en mathématiques, c'est un théorème que plus tu mets de prisonniers dans le dilemme du prisonnier, plus l'équilibre de Nash est stable et plus l'optimum de Pareto, quand les deux se trahissent pas, 0 pour chacun, est instable. Donc à 2 prisonniers déjà, c'est dur de coopérer, mais alors à 4, donc là, tu as 4 joueurs. Philippot, NDA, Askino, Kuzmanovic, je t'en mets un 5e, Branco, qui, pour chacun, n'ont que pour seul intérêt de dire non. Donc, les mathématiques reprennent leur droit, et c'est ce qu'on voit maintenant. Donc, c'est pas que Philippot est un idiot, c'est pas un idiot, c'est un mec brillantissime. C'est pas que Askino est un salaud, c'est pas du tout un salaud. Mais son parti, quand il regarde lui en théorie des jeux, il a aucun intérêt à faire ça. Donc, soit quelqu'un de brillant, ça peut être plusieurs personnes, se réunissent et trouvent une situation en faisant de la théorie des jeux, j'insiste, c'est ça la clé, c'est pas juste en lançant des idées, en faisant de la théorie des jeux. Il faut peut-être qu'il y ait un Idrissa Berkane. Mais moi je suis prêt à me regrouper avec Philippe Murer, avec Pierre-Yves Rougeron, avec Juan Branco, avec tous les gens qui voudront, et avec des mathématiciens, pour qu'on trouve une option en théorie des jeux où chacun individuellement est intérêt voilà à pour les faire. maths. Maintenant, je te poserai la question finale parce qu'on doit malheureusement se quitter. Pourquoi tu ne serais pas candidat à la présidentielle ? Attends, tu viens de répondre à la question. Il y a déjà 5 clampins qui sont candidats. Est-ce que tu veux en rajouter un ? Justement, parce que toi, tu aurais peut-être une chance. Non, mais alors déjà, j'aurais pas de chance. Non, désolé, parce que je serais attaqué encore partout. On dirait que j'ai des faux diplômes, non, parce etc. déjà, il n'y a pas beaucoup de, excuse-moi, de Français racisés. Oui, je sais, il y a ça. Mais bon, c'est vrai. T'as la même. Alors, t'en as qui. Teddy Riner a laissé entendre qu'il allait se présenter. Écoute, pourquoi ? Je pense pas. Tu sais, le judo, c'est dur, mais la politique, c'est encore plus dur. Regarde. Non, mais toi, je pense que tu auras un espace. Moi, j'en suis convaincu. Alors, avec des gens comme Montebourg, ou comme Branco, ou comme Philippot, ou comme Askino, ou comme NDA, s'ils me proposaient des trucs, je serais prêt à y aller. Absolument, mais pas comme président, du coup, pas comme ministre. Moi, je te parle comme secrétaire d'État. Non, mais ce soit toi qui porte le. Je pense vraiment pas. Écoute, pour l'instant, là, on vient de parler. J'avoue que ta question est légitime parce que tu me reçois. Donc voilà, ta question est légitime. Mais tu la poses. J'adorerais te dire oui, j'y vais, mais j'ai fait aucun plan pour y aller. Je vais pas te dire oui, j'y vais. Tu n'écartes pas l'idée. Si je te la soumets. Dans 10 ans, alors. Personne ne te l'a soumis, cette idée ? J'ai 39 ans. Si, tu as des gens qui écrivent Idrissa Berkane président, mais si tu veux aller par là. Mosinor, que j'aime beaucoup, il y a marqué Mosinor président sous toutes ses vidéos. Donc est-ce que bon, mais là, si tu veux, je dis pas que ta question n'est pas légitime. Tu es un très bon journaliste et je te dis pas ça pour te jeter les fleurs. Je dis ça parce que je le pense. Et d'ailleurs, je serais ravi. Je t'ai invité sur ma chaîne. Je t'ai invité sur ma chaîne. J'aime beaucoup ce que tu fais. Merci. Et simplement, là, il se trouve que la question, tu la poses juste après que je t'ai dit, il y a trop de candidats souverainistes. Donc moi, si je suis candidat, je vais être un candidat frexiteur. C'est une évidence. Et pas Bruxit, ou pourtant qui était un terme pas mal de Charles Gave, mais je serai un candidat frexiteur. Bon, il y en a déjà 5 des candidats frexiteurs. Alors François Asselineau va te dire, mais non, ils ne sont pas tout à fait frexiteurs. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de cette idée, moi je suis sûr. Volontiers. Mais en tout cas, je te le dis clairement, si tu as Askino ou Philippot ou NDA ou Branco, ou même Montebourg, que j'aime beaucoup, au deuxième tour, moi, aucun problème à appeler à voter pour eux, bien sûr. Bien sûr. Et même au premier tour, dans certaines conditions, absolument. Eh ben, écoute, on va suivre ça avec attention. Merci infiniment, cher Idriss. C'était passionnant, comme à chaque fois, vraiment un plaisir de t'écouter, même déstabilisant pour un journaliste, parce qu'on a envie de te boxer. Et puis, maman, on se dit... finalement, il a raison sur pas mal de trucs, ça va être compliqué. En tout cas, on te retrouve donc, tu rappelles, donc sur ta chaîne YouTube. Oui, Idrissa Berkane, absolument. Voilà. Et donc sur X aussi, Idrissa Berkane, pardon. Berkane Idriss, c'est sur Instagram, qui commence à monter un peu, même si je suis un peu nul sur Insta, je ne suis pas très fort sur ça. Mais bravo en tout cas pour ce que tu fais. Merci à toi d'être venu. De porter haut les valeurs, de porter haut les valeurs du journalisme citoyen. Voilà. Merci, cher Idrissa Berkane. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce très long entretien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Et comme je ne cesse de le dire, surtout, restez incorrectibles et n'hésitez pas au passage à nous soutenir. On en a bien besoin en ce moment sur Substack. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye.